Bonjour à toutes et tous, bienvenue sur First Print, votre podcast comics préféré. L'actualité est chaude, elle est plus bouillante et vivante que jamais en ce mois de juillet 2021 et c'est pour cette raison précisément que l'on se retrouve pour une nouvelle émission du format Front Page qui est donc votre revue d'actualité sur le monde des comics et de leurs adaptations qui sort 3 fois par mois avec l'ami Corentin. Hey. On vous propose donc de revenir sur ce qui fait le sel du monde des comics. Corentin, bonjour, comment vas-tu aujourd'hui ? Comment vas-tu, Cyril ? Il fait chaud là. Il fait très très chaud. Il fait chaud. Il fait très très chaud et on imagine que peut-être vous êtes en train d'écouter ce podcast à la plage, à la montagne, en tout cas en portant très peu de vêtements. Et si vous portez des vêtements, eh bien déshabillez-vous pour écouter ce podcast dans cette ambiance estivale. Badigeonnez-vous de crème solaire et faites comme Corentin, bronzé pendant que vous enregistrez l'émission. Il fait chaud. Il fait très chaud, Corentin. Mais au-delà de ces t'as dit quoi ? J'ai pas compris. Au-delà de ces considérations estivales, Corentin. C'est moi quoi ? Qu'est-ce qui se passe ? Eh bien, on va parler de comics. Eh ben allez. On va commencer avec d'ailleurs une unique news sur l'actualité VF, puisque bien entendu, pendant les mois de juillet et d'août, les éditeurs VF généralement prennent leurs vacances. Alors, il y a des comics qui sortent, il y aura bien sûr des annonces qui seront faites, mais c'est quand même une actualité un petit peu plus calme de façon générale, puisque l'on prépare la rentrée notamment et donc c'est à partir de là qu'on va avoir plein de choses à discuter, mais quand même une annonce assez importante qui nous est parvenue par les réseaux sociaux de Stéphane Beaujean, qui est l'ancien directeur artistique du festival de la bande dessinée d'Angoulême et qui maintenant travaille aux éditions Dupuis et notamment sur le label Dupuis Vega qui est leur branche manga, qui a donc annoncé que Olivier Jalabert arrivait chez eux pour donc aux éditions Dupuis pour faire de la création, grosso modo. Simplement, il arrive en tant que éditeur senior sur de la création en bande dessinée. Et pourquoi ça nous importe à nous ? Eh bien parce que Olivier Jalabert, c'était depuis fin 2014, début 2015, le directeur de collection et le directeur BD du label Glénat Comics. Alors, en l'état, il n'y a pas de souci à se faire pour le label Glénat Comics, puisque ça fait déjà depuis quelques années qu'il est quasiment au point mort et que les choses ne devraient donc pas changer. En tout cas, c'est interrogé par nos soins. Olivier Jalabert nous avait dit donc qu'il n'y aurait pas de recrutement, il n'y aura personne qui va le remplacer en tant que tel, mais que le label va continuer d'exister, mais dans sa voilure actuelle, c'est-à-dire avec quelques titres par an tout simplement. De toute façon, c'est un label qui a quand même eu pas mal de difficultés, qui a été fondé alors dans l'ancien temps, dans les années 2000, c'est d'abord USA Comics qui était chez Glénat, puis après il y avait vraiment eu le label Glénat Comics qui était arrivé, alors c'était de mémoire aux alentours de 2012, et à l'époque c'était Thomas Rivière qui en fait était éditeur indépendant, qui en fait s'occupait de ramener les titres chez eux, il y avait par exemple du Fairy Quest, Fanboys vs Zombies, ce genre de titres là, et ensuite, en 2014-2015, Olivier Jalabert est arrivé pour devenir vraiment directeur éditorial là-dessus. Donc, Thomas Rivière continuait aussi d'apporter certains projets. Mais c'est là-dessus qu'il y avait eu vraiment une nouvelle impulsion, parce que c'était à ce moment-là où en VO, maintenant, les titres du Golden Age d'Image Comics sur l'indé avaient complètement explosé. Donc, c'est à ce moment-là que Jalabert avait ramené Sex Criminals, Lady Killer, donc ça c'était chez Dark Horse, mais Sex Criminals, The Wicked plus The Divine, Lazarus de Greg Rucka. Voilà, toutes ces séries, même The Infinite Loop de Elsa Chartier et Pierre Collinet dans de la créa française. Enfin, de la créa, c'est pas, ils l'ont pas créé, mais ils ont décidé de l'éditer après leur crowdfunding réussi. Puis entre-temps, il y a eu plein de titres en fait qui sont arrivés, d'autres qui sont, enfin, dont il y a eu un seul tome mais qui n'ont pas trouvé forcément preneur. Pas mal de séries au long cours, comme par exemple Harrow County qui en VO fait 8 tomes et qui a dû s'arrêter au 4e. Donc en fait, voilà, beaucoup de titres de Image et de Boom, de Oni Press, de Black Mask Studio aussi. Il y avait Never Go Home qui était sorti chez Black Mask, qui était excellent, qui n'a jamais eu de suite en VO non plus, mais voilà, c'est-à-dire qu'à un moment peut-être que Glénat avait envie de sortir Black, tu sais, le titre, le titre stylé de Black Mask Studio, et donc au fil des années quand même on avait pu voir que beaucoup des séries qui avaient commencé ne trouvaient pas fin, c'est-à-dire que tous n'avaient pas le destin d'un Wicked plus Divine ou d'un Letter 44 ou voire même de Lady Mechanica au final, qui a été aussi
Voilà, un très très gros succès donc, de ce comics de Joe Benitez. Et donc, au fur et à mesure des années, donc, déliquescence un petit peu du label qui s'est fait plus petit. Alors, on sait aussi de nombreuses discussions qu'on avait pu avoir dans le milieu de l'édition, qui avait quand même eu pas mal on va dire de surenchères en fait sur les licences de titres Image, parce que peut-être à tort que plusieurs éditeurs en fait ont cru que ça allait vraiment être le nouvel Eldorado de l'édition en France, le comics indé. Alors ça n'est pas passé, et on sait très bien qu'il y a eu clairement des titres qui ont été payés beaucoup trop cher en termes de contrats par rapport à ce qu'ils ont pu rapporter en France. Donc Corentin, Glénat Comics, c'est pas la fin techniquement, mais c'est quand même une nouvelle forme de fin pour un label qui a quand même eu alors qui a quand même quelques très très belles propositions dans son catalogue, mais qui a eu du mal au final à passer la décennie 2010-2020. Bah, je pense que tu as énuméré un peu ce qui n'a pas été, entre guillemets, c'est-à-dire qu'il y a beaucoup effectivement d'éditeurs qui se sont investis trop vite et avec trop de moyens dans un créneau qui, en fait, on s'en aperçoit de plus en plus, a du mal à grossir, en fait. Le comics a du mal à attirer de nouveaux lecteurs. Franchement, je suis allé faire quelques recherches juste après cette annonce sur le forum Sanctuary, qui est quand même un forum en activité depuis plus de 10 ans. Et en fait, déjà au niveau de 2012-2013, en fait, Thomas Rivière postait sur ce forum pour annoncer ses nouveautés et tout ça. Et il y avait déjà ce discours de toute façon, on fait des petits, enfin, on fait pas de gros titres et tout ça, on n'y va pas à fond parce que c'est un milieu de niche, que c'est très dur de se faire de la place quand t'es pas dans les majors ou que t'as pas des grosses licences. Et c'était quand même un discours qui avait un petit peu changé quand Jalabert est arrivé, parce que là du coup il a fait quand même dégainer les gros chèques en disant bah nous voilà, ce qu'on veut c'est les gros titres indés, c'est les gros auteurs, c'est ce genre de choses là. Oui, notamment pour Sex Criminals, qui a priori a été un des achats les plus chers de cette période là. Enfin, après voilà, il faudrait définir ce qu'on appelle cher dans la BD américaine et française, mais pareil, il y avait aussi l'échec de la licence Power Rangers, je crois. Bah, du coup, ouais, c'est une autre licence. C'est vrai ils ont pris la licence, mais c'est vrai qu'il y a eu les 4 tomes de la série principale, qui était menée par Kylie Higgins, et puis aussi le spin-off Power Rangers Pink. C'est ça. Mais ça n'a pas suffi. Ouais. Ce qu'ils ont expliqué, c'est que grosso modo, là encore une fois, les sommes étaient trop importantes parce qu'il y avait 2 montages financiers à opérer entre Hasbro et Boom. Boom Studio, ouais. Et au final, voilà, c'est une série d'échecs, ou en tout cas d'argent mal dépensé, on va dire, qui fait que aujourd'hui, Glénat Comics, c'est ce que c'est, quoi. C'est-à-dire qu'il y a effectivement un bel historique, un beau catalogue. Mais c'est vrai que le départ de Jalabert, moi, me donne pas particulièrement l'envie d'y croire à nouveau, surtout s'il n'est pas remplacé. Donc je pense que c'est un truc qui va prendre un peu, pas forcément la poussière, parce qu'on voit effectivement que des fois, il ramène des projets comme Coda, par exemple, qui sont toujours de très bonnes lectures. Mais quelque part, j'ai pas envie de dire tant mieux, parce que c'est pas cool pour les personnes qui ont travaillé dessus et qui ont dû se manger des échecs. Mais peut-être qu'effectivement, il y a trop d'offres en comics en France par rapport au lectorat. Peut-être qu'effectivement, il faudrait que des groupes qui ne soient pas dépendants, entre guillemets, de la production de comics et qui ont d'autres vecteurs de revenus, se retirent un peu pour laisser de la place à ceux qui ne font que ça, entre guillemets. Peut-être qu'effectivement, il fallait pas, en fait, dès le départ, croire que le comics allait être une sorte de raz-de-marée. Même si, bon, après, voilà, Franchement, on se met à la place, justement, de ces éditeurs-là. C'est vrai que quand Sex Criminals a été optionné par Sony, puis par, je crois que c'est Amazon maintenant qui a les droits, ou non, c'est Legendary, ils pensaient certainement qu'il y aurait une série télé ou un film qui permettrait de faire des vases communicants, comme ça a pu être le cas avec The Boys, ou plus tard d'autres adaptations du même style. Maintenant, ouais, voilà, enfin, moi je suis content, si tu veux, avec mon relié Infinite Loop signé par Pierrick et Elsa, et mon relié Sex Criminal signé par Matt et c'est Kelissou. Mais derrière ça, en plus c'est dommage, que je trouvais que la proposition, même la fab était jolie, tu vois, le Glénat Comics tel qu'il s'est lancé, on va dire, entre guillemets, entre 2014 et 2015. Il y avait quand même justement ce côté blanc qui cassait un petit peu justement par rapport à Urban. Et ces codes couleurs, pareil, comme entre guillemets Urban, sur les titres, entre guillemets. Donc c'est un bel échec, on va dire, mais ça reste à mon sens effectivement un échec qui n'est pas lié à leur travail à eux, mais qui est lié simplement à la dimension du marché, la curiosité du lectorat et les prix qui ont été investis. Donc plein d'amour à Jalabert dans sa nouvelle aventure, et espérons peut-être que éventuellement dans 10 ans le marché aura changé, qu'il y aura davantage de place à prendre pour ces gros-là. Puis ce qui est intéressant aussi de voir, c'est qu'il y avait quand même eu quelques expérimentations, alors qui ont été plus ou moins réussies, mais qui ont eu au moins le mérite d'exister, comme la façon dont Jalabert a mené le label Login,
où au départ c'était quand même l'idée c'était d'avoir des publications au format souple, alors un peu plus grand format, c'était pas des souples petits formats comme ce qu'on a avec les Urban Link ou les Marvel Next Gen de Panini. Donc plus grand format en souple et qui était beaucoup moins cher. C'est-à-dire quand même qu'on revient souvent un peu sur la question du prix des comics qui est quand même fixé à un minimum de 15-16 euros maintenant, où là c'était 12 et quelques, c'était 13 euros, donc c'était vraiment pas très cher par rapport au reste de la production et qui avait quand même permis de ramener certains titres de Archie Comics. Justement, c'est ce que j'allais dire. Je vais me corriger. Effectivement, il y a quand même eu un gros échec pour moi qui était la façon dont Glénat a abordé le catalogue Archie. C'est-à-dire que bon, Riverdale, effectivement, n'est pas connecté directement à une BD Archie. Il n'y a pas une BD Archie qui a cette tonalité sombre, un peu sexy, etc. Bon, le fait de ramener le volume de Mark Waid, probablement que parce que Mark Waid, c'était assez logique de le faire. Bah, Mark Waid et Fiona Staples quand même. Oui, mais par exemple, Chilling Adventures, tu vois, qui n'est pas sorti au même temps que la saison 1. Oui, là, il y a une erreur de timing, par contre. Une grosse erreur, parce que quand il est sorti, tout le monde s'en battait un peu les couilles, j'ai l'impression. Et pareil pour Afterlife. Bon, là, je pense qu'ils ont dû vouloir attendre de voir si Roberto Aguirre Sacasa allait se motiver pour reprendre la suite. Tu sais, ça peut être aussi juste une question de combien de temps les mecs de chez Archie mettent juste à signer un contrat. Hein, et parfois, tu sais que parfois. 3 ans quand même. Enfin, non, mais dans le sens. Non, mais après, le truc, c'est qu'il y a aussi eu des problèmes, clairement, puisque l'accueil du format souple, en fait, c'est pas passé non plus, je pense, comme ils le voulaient, puisque clairement, ils sont repassés après en cartonné jusqu'à réimprimer les premiers tomes souples au format dur, puisque bah, en fait c'est con hein, mais le lectorat comics aussi en VF maintenant a ses habitudes, il y a certaines disons réticences au changement et même le côté voilà maintenant ça fait parce que c'était en 2018, donc ça fait genre 6 ans qu'on a que des cartonnés maintenant qui sont développés, et d'un coup vous nous ramenez des soft covers qui sont un peu plus grands et qui s'abîment plus facilement, je sais pas quoi, et bah du coup non on veut du cartonné nous, et peut-être que c'est tu vois il y a ce genre de choses qui ont fait que il fallait tout réimprimer, il fallait relancer le truc, et puis après voilà bien sûr, mais le lectorat comics qui lit en VO savait déjà depuis quelques années quand même, parce que c'est assez vieux maintenant, que Afterlife of Archie était un vrai truc intéressant à suivre. Ça avait été évoqué par beaucoup de membres de la presse comics française, on va dire. Le fait de ne pas l'avoir importé, alors que justement ça peut permettre de parler à une autre cible que les fans de Riverdale, à mon sens c'était une erreur. Après moi le format souple ça me va, tu vois, enfin, j'ai toujours mon petit Betty Veronica à la maison, et je le chéris d'amour, voilà. Oui, non, je te le rendrai pas. Ouais, je sais. Mais, mais voilà, typiquement, je pense que ça, par exemple, c'était une erreur. Parce que on sait maintenant que Netflix fait du bien à l'édition quand il y a des tirs groupés, on va dire. Et bah si, de fait, il y a quand même eu beaucoup de rebonds. Mais c'est pas systématique. C'est pas systématique pour toutes les séries, parce que pour tous les Umbrella Academy achetés, effectivement, il y a plein de October Faction qui sont allés au pilon, tu vois. Ouais, mais quand Chilling est sorti, c'était quand même déjà un succès. Tu vois, en termes de série télé. Et la bande dessinée était de qualité. Je sais par exemple que, exemple à la con, mais Océane l'a lu, par exemple, justement après la saison 1. Pas du coup en VF, mais ça, je pense que ça aurait pu peut-être débloquer des trucs ou quoi. Bon, pour les Rangers, c'est plus compliqué à manœuvrer parce qu'il y a plus grand chose qui se fait pour les adultes, on va dire, qui ont l'âge de consommer du Power Rangers. Même les Tortues Ninja, on sait que c'est pas forcément le succès qu'on aimerait que ce soit. Donc voilà, je pense qu'à mon avis, il y a peut-être des trucs qui auraient dû être mieux gérés, en tout cas par rapport à cette franchise-là, mais le souple, précisément, je vois pas en quoi c'est un problème à mon avis. Enfin, c'est des jolies BD qui sont agréables au toucher. C'est plus fragile. De fait, dans les librairies, c'est plus fragile. Et après, c'est vraiment aussi des habitudes maintenant de consommation, de lecture et ce genre de choses-là. Après, il y avait aussi comme dit aussi des expérimentations pour faire du comics, alors soit à la française, soit en fait sortir des comics dans d'autres labels ou dans d'autres collections. Moi j'ai notamment en tête quand même Il faut flinguer Ramirez, qui était un énorme succès pour le coup, qui était un peu estampillé Glénat Comics au départ, puis qui s'est un peu on va dire émancipé du label, ou même par exemple le Mercy de Mirka Andolfo, qui a eu un découpage en album façon franco-belge de 2 numéros à chaque fois pour avoir un truc en 3 tomes, et qui clairement dans les rayons des librairies du coup ne se retrouvait pas à côté des autres comics. Donc après c'est peut-être aussi de voir par cette évolution peut-être une forme de prise de conscience que merde, en fait on a un problème avec le comics en France juste sur l'appellation et sur l'objet comics identifié comme comics, et voir qu'avec avec ces dernières années en fait ce que faisait Olivier Jalabert, c'était peut-être d'essayer de sortir le comics du rayon comics de la librairie, ce qui est quand même un thème qu'on a pas mal abordé ces dernières années, que ce soit avant sur les podcasts Comics Blog ou maintenant avec First Print, tu vois, de dire qu'il y a de la BD,
en fait, qui vient des États-Unis. Si tu la sors vraiment dans le format identifié comme comics américaine et que les représ font pas leur boulot ou le font pas assez bien ou que les libraires ont du mal à comprendre, bah ton bouquin il va se retrouver dans le rayon comics au milieu de plein de trucs de super-héros et les gens ne vont pas y aller parce que pour l'instant en France on a ce problème-là avec ce lectorat. Bon, après, je sais pas si c'est spécifique, enfin c'est quelque part si spécifique aux comics, mais à mon avis c'est pas le mot comics qui fait peur aux gens. Non, mais c'est l'objet l'identifié lui-même comme comics, tu vois, vraiment. Oui, non, mais c'est pas la question. Enfin, je veux dire, les gens regardent Sabrina, les gens regardent Riverdale, les gens ont regardé les Power Rangers quand ils étaient gamins, les gens aiment les films de super-héros. Je pense que c'est juste soit de la paresse, soit un manque de pédagogie, soit juste simplement les loisirs qui évoluent, la façon dont on appréhende justement ces loisirs. Donc, ils sont mis en avant par la culture grand public. Est-ce qu'il y a tant de youtubeurs BD que ça? Est-ce qu'il y a tant de place laissée à ces médias en dehors du manga et de l'animation japonaise? En fait, il y en a, mais le problème, c'est qu'ils vont parler, si tu veux, toujours au même cercle de personnes et qu'il y a clairement un problème de plafond de verre de l'audimat. C'est-à-dire que tu prends par exemple, je sais pas, un mec comme Captain Popcorn, lui, son créneau, c'est typiquement le cinéma geek, on va dire. Donc il peut faire des renvois à des bandes dessinées, mais ça va toujours être un peu les mêmes. Même un mec que j'apprécie pas spécialement, un mec comme Durandal, par exemple, avait cité les influences de Christopher Nolan dans sa trilogie. Après, est-ce qu'il y a vraiment des rebonds qui se font par rapport à ça? Est-ce que vraiment on n'a pas, nous, en fait, en tant que Français, l'imaginaire que comme manga égale Dragon Ball Z, enfin, pour notre génération en tout cas, ou pour celle de nos parents, l'inverse, les comics égale super-héros, et donc quand tu n'as pas une offre de super-héros, c'est beaucoup plus compliqué de te placer. Oui, bien sûr. Ce qui pour moi c'est un problème multiple, mais je pense que c'est pas un problème qui est irrésolvable, et il suffit en fait simplement d'investir aux bons endroits, quoi. Mais après, c'est un autre podcast là qu'on démarre. Mais... Tout à fait, mais vu que c'est la seule news VF et tout, c'était important d'en discuter un petit peu et d'en débattre, et notamment parce que on va proposer là dans les prochains jours un podcast avec Xavier Gilbert, qui est critique BD, journaliste pour le site du Neuf, l'autre bande dessinée, qui a rédigé un rapport complet pour le CNL, le Centre National du Livre, qui s'appelle Panorama de la bande dessinée. Et donc, il y a un podcast de 2 heures avec lui qui arrive justement où on parle en détail de l'état de la BD en France et notamment du secteur comics. Donc, clairement, cette news tombait peut-être à point nommé pour juste vous teaser un petit peu ce podcast qui arrive tout prochainement et auquel j'espère vous consacrerez votre temps. Moi, j'ai juste envie de dire que si on arrive à rendre Macron populaire auprès des jeunes avec une vidéo de McFly et Carlito, c'est pas compliqué de rendre la BD populaire auprès des jeunes. Il suffit juste de choisir où on met sa thune et à qui on s'adresse. Mais voilà, rien n'est insurmontable, tu vois. On peut pas mettre du budget marketing seulement pour les YouTube, parce qu'il y a un... Non, mais c'est pas ce que je dis. Je dis grosso modo que si si un mec qui nique l'université et refuse d'adresser le RSA au moins de 25 ans arrive à être populaire auprès des jeunes, c'est que rien n'est impossible et qu'il suffit vraiment de savoir à qui on s'adresse, quoi. Très bien, Corentin. Voilà, c'est tout ce que j'avais à dire. Ouais, il fallait que ça sorte. Voilà, c'était le petit côté. Rien n'est impossible en communication et en marketing. Ça par contre, c'est vrai. Mais parfois, il faut beaucoup d'argent. Et on sait que c'est un milieu où il n'y a pas forcément énormément d'argent. Et du coup, on va passer à la VO, très cher Corentin. Allez. Avec beaucoup d'annonces de DC Comics là, qui a déballé les sollicitations pour le mois d'octobre 2021. Alors, les sollicitations... Simple rappel pour celles et ceux qui nous écoutent et qui ne sont pas encore forcément au fait avec la façon dont l'industrie fonctionne en VO, c'est simplement que tous les mois, les éditeurs vont annoncer quels seront les comics qui vont sortir dans 3 mois. Ils les annoncent au public et surtout aux comic shops. Comme ça, les comic shops après ont leur catalogue et ils font leur commande des numéros à 3 mois près, sachant que quand c'est des nouveautés, ils arrivent à jauger de l'intérêt ou des ristournes qu'ils ont auprès de l'éditeur pour en commander un certain nombre, et aussi en fonction du nombre de variantes par exemple qui existent. Et quand c'est des séries plus régulières ou des mini-séries, en général, ils ajustent par rapport au nombre de commandes qu'ils ont eu sur le numéro précédent. Alors, en se disant, voilà, j'en ai vendu 10 sur le premier numéro parce que j'ai 10 abonnements. J'en commandais 8 pour le truc parce que généralement il y a une petite attrition qui peut se faire de numéro à numéro. Donc voilà, c'est simplement un système d'annonce 3 mois à l'avance des comics qui arrivent. Et donc qu'est-ce qui arrive pour le mois d'octobre 2021? Savoir que très souvent le mois d'octobre pour les éditeurs de comics, c'est le moment de balancer quelques titres d'horreur, puisque en octobre traditionnellement on fête Halloween, la fête des masques, très bon film de John Carpenter également. Et donc la nuit des masques, pardon, j'ai dit quoi? J'ai dit la fête des masques. La fête des masques. Quelque part c'est la fête des masques. Alors, c'est la fête des masques. C'est la nuit des masques, voilà. Merci. Du coup, pas confondre. 78, voilà. Parce que la fête et la nuit. Mike Myers. Ouais. Très très grand film. Incroyable bande son. Qu'est-ce que je voulais dire? Et donc, des comics d'horreur. Oui, et donc, qu'est-ce que l'on a pour le mois d'octobre 2021 On a une voisine qui, manifestement,
Mais tu sais que les gens ne l'entendent pas forcément, donc ne commente pas T'es ce qui se sûr passe. Oui, Putain, pourtant c'est fort là. oui, mais D'accord. ne commente Parce que pas. tu t'es s'il te plaît. arrêté en fait. Bah oui, Voilà, spontanément. bah c'est chiant. Ouais, je sais. Allez, on reprend. Vilain. Je disais, qu'est-ce qui nous arrive du côté de chez DC Comics? On a 2 titres qui arrivent avec Matthew Rosenberg à l'écriture et James Tynion Ford qui se greffe aussi. D'un côté, Task Force Z, donc voilà une Suicide Squad avec des zombies, et de l'autre côté, DC versus Vampires, donc avec des vampires, Corentin. Oui, bah. Alors, Task Force Z, on va dire que c'est vraiment une série qui, pour le coup, a plus la gueule d'une sorte de projet de commande, une sorte de projet d'ambiance, on va dire, où on teste un petit peu de voir si il y a encore des gens qui, justement, arrivent à mordre à l'hameçon de ce côté Halloween égale les monstres et quelque part de capitaliser aussi sur le succès de Deceased, qui a montré quand même que, effectivement, les zombies, et enfin plutôt les infectés, prenaient une petite place encore dans l'imaginaire contemporain et que les super-héros n'y étaient pas hermétiques. On se rappelle, Deceased, donc Tom Taylor, plagiat de Marvel Zombie, mais en un peu mieux, et qui a inspiré ses propres clones avec Dynamite, par exemple, et la série Dynamite. Donc là, en l'occurrence, effectivement, c'est dans le canon, a priori, donc ça se passe après l'attaque à l'asile d'Arkham, donc qui est un des événements fondateurs de la Gotham City de Future State. De Infinite Frontier. Oui, de Infinite Frontier, mais oui, tout ça reste assez canonique, en fait, donc on peut effectivement tisser des parallèles, et des super-vilains qui se sont retrouvés assassinés, en fait, vont revenir à la vie, donc devenir des morts-vivants menés par le Red Hood, et qui vont chasser une équipe aussi de super méchants zombies. Donc Task Force Z, pardon, comme Task Force X, donc la Suicide Squad, on va dire des zombies. Bon, Rosenberg, effectivement, moi je trouve qu'il n'était pas mauvais sur son Grifter. Il s'est un peu repris en main depuis quelques temps. Là, ça fait quand même très Arkham Knight 2, on va dire. C'est compliqué quand même de s'emballer parce que même si Rosenberg, effectivement, a pu prouver qu'il était bon avec les héros de porte-flingue, il est quand même meilleur sur les héros en solo, comme sur Hawkeye Freefall ou encore une fois le Grifter, que là, un titre d'équipe où en plus il y aura Bane, où il y aura le Arkham Knight, qui est un personnage qui est vraiment, je pense, l'une des plus mauvaises idées de DC de ces 10 dernières années. Est-ce que vraiment on a envie de ça? Je suis pas sûr. Il me semble que c'est pas un artiste dégueulasse, cela étant, au dessin. Tu ne sais pas? Tu te souviens pas? Bon, c'est pas grave. Bon, et sinon, l'autre projet qui est peut-être. Alors, Eddie Barrows, oui, bien sûr. Eddie Barrows, pardon, voilà, c'est oui. exactement, bon, Détective Comics. Eddie Barrows, du Nightwing en New 52, ouais, effectivement, le Detective Comics de James Tynion Ford. Non, bah non, qu'est-ce que je rentre? Bah si. Si, c'est ça, oui, Si, c'est ça. tout à fait. C'est ça, Tout à il, fait, ouais. il alternait avec Alvaro Martinez, Ouais, effectivement. très bon Donc, numéro sur Clayface pour le annual. Ouais, justement. Bah après, il a fait, c'était un peu moins joli par moment, mais il avait fait aussi le Multiversity présent Terre X là, du coup, qui était sur la Terre donc où le Reich a gagné la Seconde Guerre mondiale. C'était quand même plutôt joli, quoi, assez. Ouais, puis il a fait aussi, aide-moi, le numéro Future State sur la Team Drake. Ouais, tout à fait. Ouais, qui était pareil, pour le coup beaucoup moins joli, mais c'est vrai qu'il a quand même un sens de l'usage de la couleur, des silhouettes, même un peu du découpage qui est pas dégueulasse. Donc voilà, ça reste quand même une équipe relativement. C'est des salariés solides, on va dire. Ouais. Donc c'est des mecs qui font du travail de commande généralement en mainstream, qui sont rarement totalement décevants, à part Rosenberg qui a vraiment une très mauvaise période sur le Punisher et sur les X-Men. Et sinon, du coup, DC versus Vampires, alors là, c'est plus intéressant parce que c'est du coup une maxi-série en 12 numéros qui, pour le coup, est hors continuité, qui est vraiment une sorte de spin-off inavoué de Deceased, puisque on remplace les zombies par des vampires. C'est les héros de DC Comics qui vont affronter des vampires. L'intérêt principal étant que c'est Otto Schmidt au dessin. Otto Schmidt qui est donc un génie du dessin, un génie de la pin-up, qui a fait, encore une fois, Future State, Catwoman, qui a fait le Green Arrow de Ben Percy, en partie avec Ron Ferreira. Ouais, qui a fait aussi la mini-série Hawkeye Chute Libre. Hawkeye Freefall, oui, tout à fait. Avec Rosenberg. Voilà, oh là, chips. Et... Merde, ça recommence. Mais donc, du coup, voilà, c'est effectivement un assez beau roster. Alors, c'est vrai que le Batman de James Tynion Ford n'est pas extraordinaire. Il est même assez mauvais, je pense. Mais là, c'est un peu de l'horreur. Et puis, il aura une liberté créatrice. Il n'y aura probablement pas l'envie, justement, de faire un truc qui devrait assumer une continuité. Donc, probablement beaucoup de morts, probablement beaucoup de combats. C'est quand même un des génies. Si, un des génies, un des plus gros vendeurs de l'horreur actuelle en indépendant. Rappelons-le quand même, Tynion Ford qui est nommé aux Harvey Awards pour Department of Truth avec Martin Simmons. Donc quand même, c'est que c'est pas juste de la hype, c'est aussi un mec qui vraiment commence à compter sur le paysage de l'horreur indé. Donc peut-être que là, le croisement horreur plus super-héros peut amener à de belles scènes d'ambiance. Quelque part, justement, sur Batman, cette espèce d'écriture un peu maximale qui implique toute la ville et qui implique un côté un peu cataclysmique, apocalyptique, sera peut-être mis à meilleur escient dans une série un petit peu événementielle comme ça.
Et puis ouais, enfin Otto Schmidt quand même sur des zombies, des vampires, moi ça me parle quoi. Après j'ai pas d'énormes attentes on va dire, mais ça peut être une bonne série B, ça peut être un bon crossover un peu bourrin, un peu débile. Quelque part, si ça avait été Scott Snyder ou pas un peu scénario, j'aurais été beaucoup plus méfiant. Tu vois, parce que là, on peut tout de suite imaginer dans quoi ça va partir. Après, c'est comme dit sur DC versus Vampire, il y a James Tynion Ford qui pilote, mais t'as aussi Matthew Rosenberg qui continuera d'écrire aussi. Hein. C'est une collaboration. Okay. Bah voilà, tu vois, et puis Rosenberg qui recroise Schmidt. La dernière fois, c'est quand même devenu un truc assez agréable. Plutôt très cool. Free Fall, c'est vraiment une très bonne série. C'est pas la meilleure série de Hawkeye, mais c'est quand même dans le top 5 de ce qui s'est fait en 10 ans. Donc voilà, on est plutôt content. J'ai envie de dire que croutonner sur du DCiste et créer comme ça une sorte d'univers parallèle où il y aurait beaucoup plus de séries de monstres et d'horreur, etc., de genre en fait un peu film d'exploitation on va dire, parce que c'est pas du vrai genre, hein, c'est de la commande, c'est du blockbuster, etc. Bah moi ça me parle, on va dire. En plus là les artistes sont bons, donc j'ai pas forcément envie d'être cynique. Pour le coup, non, parce que Cynic en plus c'est un rappeur qui fait plus grand chose, donc j'ai pas envie d'être cynique du coup, ouais. parce que pour le coup ça doit être nul d'être cynique aujourd'hui. T'as beaucoup trop de cheveux. Oui, bien sûr. Il avait fait, je crois, avec James Blunt quand même. Il avait ressorti un skate il y a pas si longtemps que ça. Ouais, non plus, il paraît qu'il était cynique. Hein. C'est ça. Qu'est-ce que je voulais dire? Oui. Il y a aussi un philosophe grec qui a donné justement le mouvement du cynisme en fait. D'accord. Diogène. Oui, mais ça s'écrivait pas Cyanica du coup. Non. Bah non, parce que ça s'écrivait en grec ancien. Ouais. Du coup, ça... Rien à voir. Il y avait pas. Qu'est-ce que je veux dire? Non, mais le truc, c'est que ça fait quelques temps aussi qu'on n'a pas eu vraiment de bons titres de vampires chez DC Comics, en fait. Tout simplement. Alors, t'as American Vampire chez Vertigo. Oui, voilà. Non, mais parce que moi, je pense à une série en particulier, c'est le High Vampire du début des New 52, où justement, on avait découvert Andrea Sorrentino à l'époque, et qui était mon meilleur souvenir. Franchement, c'était hyper bien. Je sais que vous étiez fan à ce moment-là, ou Demon Knight, tout ça. Moi, j'avoue, c'est une partie de. J'ai pas compris, en fait, de New 52, ce que ça. C'était toute la partie dark des New 52 qui était excellente, en fait. Ouais, mais c'était à l'extérieur, ça. Enfin, c'était vraiment même pas limite. Ça concernait pas le reste de l'univers, tu vois. Non, parce que c'était comme pour Prez quelques années plus tard. C'était juste une relance du concept High Vampire, en fait, du DC, parce que High Vampire, c'est un vieux titre aussi des années 70 et quelques, tu sais, à l'époque où en face, t'avais Tomb of Dracula, et donc chez DC, t'avais High Vampire. Et il l'avait juste réimaginé. Voilà, dans un contexte beaucoup plus moderne, mais tu avais Andrew Bennett du coup avec cette histoire de vampire et de sa dulcinée et avec voilà ces vampires là qui menaçaient de détruire le monde, et lui qui essayait d'être un peu le vampire renégat. Enfin, c'était hyper bien, et puis c'était vraiment Andrea Sorrentino qui explosait déjà avant d'atterrir sur Green Arrow. Et voilà, c'était quand même un très très bon titre pour qui aimait bien les vampires. Pour le coup, c'était pas du tout de la con, c'était un vrai récit de genre, même si ça s'inscrivait dans la vague New 52 de DC. Donc je t'avoue que moi ça me manque un petit peu d'avoir ce genre de figure. High Zombie chez Vertigo, Chris Robertson, Michael Red, c'est extraordinaire. Oui. Même en série télé, c'était pas ouf par contre. Non. Tu vois. Non. Voilà. C'est fini d'ailleurs. Je venais le placer quand même. Lisez High Zombie, c'est pas édité en France. Je sais même pas si c'est, je crois pas. Non. Il faudrait. Urban, c'est bien, c'est Michael Red quand même, il est connu, non? Je sais pas. Urban, si tu m'écoutes. Non, mais tu vois très bien. Non, mais vu le concept et vu la chose, d'ailleurs, tu pourrais même pas dire adapté de la série télé, parce qu'en vrai, c'est le premier numéro qui a été adapté en série télé. Franchement, si Robert Kirkman arrive à nous vendre l'idée d'une fiction young adult dans le monde de Walking Dead, il n'y a pas de raison que les zombies... C'est quand même... Non. Attends, mais tu l'as pas lu, les zombies, toi, en plus? Bien sûr que si, je l'ai lu. Tu l'as lu? Oui. C'est pas perché. Ça part quand même très très loin dans les délires mythologiques et tout ça. Ça va beaucoup plus loin que justement le seul principe de je mange les cerveaux pour résoudre des enquêtes. Il y a un petit côté soap aussi, par moment. Moi, j'aime bien les zombies. Mais j'aime bien aussi. Ah bon? Je dis juste que c'est clairement... On vient de parler en plus un petit peu de l'état du comics en français et tout ça. Clairement, High Zombie, c'est le casse... tu tires une balle dans le pied pour essayer de le vendre en France actuellement, c'est tout. D'accord. Voilà. Allez, justement, on va parler de comics qui vendent, des choses que Urban n'aura clairement pas de mal à vendre non plus. Ça, on va pas ce sera une fausse confidence, puisque DC a annoncé dans le Black Label, à partir du mois d'octobre prochain, une série qui s'appelle Batman The Imposter, ou Batman l'imposteur. L'imposteur, il est comme Batman, mais... C'était pas lui, Batman, depuis le début. Non, c'est un autre Batman, celui qui tue, qui désobéissait à sa règle première. Tu peux enchaîner. Tu peux enchaîner, Arnaud? Non. D'accord. Je continue
mon imitation. Elle était merveilleuse. C'est un titre donc, qui arrivera dans le DC Black Label, qui est l'enclave pour auteurs de DC Comics, avec donc ce titre en 3 numéros qui est proposé par un certain Mattson Tomlin. Et qui est donc Mattson Tomlin? Eh bien, c'est tout simplement le co-scénariste du film The Batman de Matt Reeves. Il co-signe le scénario en compagnie de Matt Reeves, et il sera accompagné au dessin justement d'Andrea Sorrentino, qu'on venait juste d'aborder avant, donc I Vampire, Green Arrow, Old Man Logan, et puis récemment Gideon Falls, et aussi Joker, Killer Smile. Tout à fait. Donc formidable artiste italien qui nous régale depuis des années, et donc qui va signer ce Batman à l'imposteur, donc une série en 3 numéros donc 3 numéros de luxe, 3 numéros qui annoncés à 48 pages et tout ça, comme ça fera un joli album. D'ailleurs, un album qui est déjà annoncé pour février 2022 chez Urban Comics, puisque là ils ont vraiment fait les choses en grand avec une annonce simultanée, communiqué de presse à la fois pour les États-Unis et pour tous les pays en fait dans lesquels ça sortira, puisque la sortie de l'album est conjointée un petit peu. J'ai l'impression qu'il y a une meilleure organisation de DC en ce moment, avec aussi les branches à l'international, parce que déjà pour l'anthologie Batman The World, il y avait un communiqué conjoint et tout ça. Tout à fait, ouais. Alors c'est pour un titre qui sort directement en album et qui a droit à une couverture. Après Batman The World avait des artistes aussi français à l'intérieur, donc ça pouvait faciliter. Jusqu'ici, il me semble que c'est la première fois, l'une des premières fois où Urban vraiment annonce ça sort et en même temps que l'annonce aux États-Unis. Ouais, c'est assez rare en tout cas. C'est vraiment assez rare. J'ai pas le suivi exact pour t'assurer que c'est la première fois, parce que je pense qu'il y a déjà eu d'autres un peu effets, mais en tout cas ça devient peut-être des K3, peut-être plus régulier. Et donc donc ça arrivera déjà en février 2022. Ce qui tombe plutôt bien, puisque le film The Batman sort en mars 2022. Donc j'ai envie de dire que clairement, il y a un bandeau Batman l'imposteur, le comics Batman écrit par le scénariste du film Batman qui a inspiré les comics Batman. Il y a quelque chose à faire. Vraiment, en termes de marketing, là, on tient quelque chose. Et donc, qu'est-ce que c'est le concept? C'est tout simplement de nous emmener dans une Gotham City a priori ultra réaliste. C'est-à-dire que vraiment, on est vraiment avec une vision de Batman, il est là, il te met une patate, il te casse les dents, et tes dents elles sont cassées définitivement, quoi. Et à l'inverse, Batman, il se prend une tire de bastos il a oublié de mettre son gilet pare-balles, enfin son armure machin, il va douiller très, très sévère. Donc voilà, une Gotham City très brutale, très violente, dans laquelle en fait les dirigeants de la ville n'apprécient pas vraiment les actions d'un Batman encore assez débutant, puisqu'il est en activité que depuis 1 an, à se demander même si ce serait pas clairement un comics qui se situe dans la continuité des Batman de Matt Reeves. Donc ça sera un petit peu à vérifier, je suppute simplement. Et donc, un autre justicier va arriver, enfin, un autre personnage va arriver qui clairement se fait passer aussi pour Batman, à une différence près, et elle est fondamentale, puisque ce faux Batman tue. Donc c'est peut-être un truc de multivers avec le Batman de Zack Snyder qui arrive dans cet univers, et ça c'était facile comme vanne. Mais donc voilà, un Batman qui tue, et donc le vrai Batman va devoir clamer son innocence, qui est toujours un petit peu compliqué quand on est forcément avec le visage masqué en permanence. Corentin, tu es chaud pour cette annonce ou pas? Mais en fait, je suis désolé, mais du coup, tu m'as complètement matrixé. Imagine, c'est vraiment ça. Non, mais imagine l'ambition que ce serait, genre de régler le cas du Batman de Ben Affleck en le faisant affronter le Pattinson. Ce serait extraordinaire, quoi. Non, ce serait naze. Ce serait trop bien, ouais. Ce serait trop bien. Genre, il lui casserait la gueule et tout. Mais alors oui, c'est plutôt En fait, c'est à la fois une bonne annonce et une mauvaise annonce. Déjà, c'est bien effectivement d'avoir Sorrentino sur du Batman. Les premières planches sont déjà magnifiques. C'est ouf. Il a montré avec Killer Smile et Smile Killer, le quatuor de numéros, qu'il était très fort sur Gotham City, qu'il avait très bien compris la psyché par exemple du Joker et comment dessiner un univers qui pourrait être vu par ses yeux, on va dire, avec en plus cette espèce d'usage, une très bonne idée de Jeff Lemire avec Mr. Smiles, l'espèce d'allégorie de l'enfance qui s'invite dans le Joker. Donc ça, c'est plutôt une bonne chose. Mattson Tomlin, j'avoue, je ne sais pas ce qu'il a fait. C'est un peu le problème, c'est quand il a été annoncé, tout le monde était un peu surpris, parce que c'est un scénariste roumain qui a surtout travaillé sur des courts-métrages, et j'ai pas vu pourquoi Matt Reeves l'avait engagé, j'ai pas vu si lui-même était fan de son travail, si c'était proposé, si Warner Bros avait dit il nous faut du renfort, lui il a écrit un script. Tomlin aime beaucoup Batman en tout cas, clairement. Ça, j'en doute pas une seconde, parce que finalement la réflexion est assez intéressante. Un Batman comme ça, réel, qui a toujours été une sorte de piste de réflexion pour beaucoup de scénaristes. Christopher Nolan s'en était un peu occupé. Bon, ce Batman réel était quand même encore assez surréaliste. Batman Earth One aussi avait des occurrences de réalité. Enfin, c'est-à-dire que le Bat-Signal était un téléphone, enfin un flip phone. Batman, son grappin ne marchait pas, etc. Enfin, il y avait quand même
des tentatives de remettre Batman à un plan de réalité justement plus normal. Là, si ça peut être bien violent et bien sombre, pourquoi pas. C'est intéressant aussi que DC ne mise pas justement que sur la concordance des sorties avec The Batman, parce qu'ils auraient pu mettre le même costume, par exemple, que celui de Pattinson. Ils ne le font pas, c'est intéressant. Donc ils laissent quand même à Sorrentino le droit de créer son propre univers graphique. Maintenant, c'est aussi une annonce qui est un peu moyenne, puisque, encore une fois, c'est toujours du Batman. Il y a beaucoup de Batman en ce moment, avant, hier, aujourd'hui. Non, si, Arnaud, on peut faire la liste si tu veux, mais il y a quand même énormément de projets Batman qui sortent tous les mois. Et là, on en est à un tel niveau, entre guillemets, d'usage de la corde, que c'est Batman qui va affronter Batman. Ce qui, pour moi, encore une fois, est un peu problématique. Je pense qu'il y a quand même des très bons personnages, des très bons vilains à explorer dans la mythologie, même pour poser des questions à ce qu'est Batman. Mais oui, bien sûr, mais quelque part, tu vois, le fait est que Batman, c'est quand même un peu l'incarnation du super-héros sans super-pouvoir ultime. C'est quand même le mal alpha du super-héros. Et quelque part, pour opposer vraiment quelqu'un qui pourrait être à la stature qui arrive à l'égaler, parce que personne n'y arrive, même le Joker au final. Non, Batman, simplement, c'est tout. Quel meilleur ennemi à Batman que Batman lui-même? Le Joker. Et pourquoi pas, on ferait pas un Batman un comics qui s'appellerait Batman 3 Batman? Tiens, ça c'est aussi un très bon exemple. Il y a tellement eu de Joker qu'à la fin, le Joker lui-même devait se tripler pour justifier justement qu'on pose enfin des questions au personnage. Mais moi, il y a plein de vilains que j'ai envie de revoir. Ça fait combien de temps qu'on n'a pas eu un vrai arc avec Double Face, par exemple, un arc, j'entends vraiment majeur, qui marque les esprits, etc. Azrael dans White Knight, c'était plutôt une très bonne utilisation. Ouais, c'est vrai. Azrael, pareil, qui pose des questions à Batman, parce que c'est Jean-Paul Vallée qui. Mais cela dit, tu vois, c'est vraiment cette histoire c'est un mec qui a le costume plus ou moins de Batman, mais qui tue, qui utilise des armes ou je sais pas quoi. Moi, ça me rappelle quand même vachement un personnage qui avait été utilisé et réutilisé surtout dans les New 52. C'était Wrath, donc colère, qui était vraiment, pour le coup, c'est un ancien flic qui est dégoûté que si tu veux que Batman fasse pas le boulot comme lui l'entendrait, donc un mec qui a clairement viré du côté violence policière de la force et qui lui vraiment en tout cas dans les New 52 avait un costume qui était clairement c'est comme l'Arkham Knight en fait, donc dans armure Batman très robotisée, qui avait des guns et qui défouraillait à tout va. Je me demande si peut-être que le twist en fait c'est pas que Matt Tomlin réutilise ce personnage de Wrath mais avec un angle justement aussi encore plus terre à terre, quoi, parce qu'à la limite ça peut très bien être aussi juste un flic qui pète un câble. C'est précis comme réflexion. C'est parce que moi ce personnage m'inspire vachement ça, tout simplement. Je sais pas. Après c'est parce que peut-être que j'ai juste un seul truc en tête et parfois je vois des trucs avec Two-Face et je fais c'est peut-être Wrath quand même qui est déguisé en Two-Face et tout. En fait, c'est la fin de Joker Puzzle Box. T'as déjà deviné la fin. Non, moi, ça m'inspire plutôt, je sais pas, un épisode de Zorro. Monasterio voulait piéger Zorro et on demandait à un de ses hommes de se déguiser en Zorro. Le capitaine Monasterio. À la fin, le commandant Monasterio. Et à la fin, ils se sont battus. Le vrai Zorro a gagné parce que tu peux pas battre Zorro, en fait. Non. Et même dans les films de Silver Age, t'avais déjà des trucs comme ça, tu vois, où genre un mec a pris mon identité, je lui ai cassé la gueule. Oh, je démasque l'usurpateur. Bon, écoute, le scénario, forcément, c'est compliqué de juger encore une fois parce que Tomlin, on ne l'a pas encore beaucoup vu, beaucoup croisé. Moi, j'ai envie de dire que et c'est vraiment une réflexion de merde, j'ai toute confiance dans le film The Batman, donc j'ai pas envie de gâcher la fête. J'espère que Tomlin est talentueux, sinon Matt Reeves ne l'aura probablement pas pris. J'espère que ce sera bien, et du Sorrentino sur du Batman. De toute façon, je vais acheter ce bouquin, forcément. Mais j'aimerais juste éventuellement que là, on part quand même l'année prochaine pour une grosse année Batman, puisqu'il y aura à la fois The Flash et The Batman, et d'autres trucs, parce qu'il y aura toujours de Batman partout. Peut-être éventuellement, voilà, là on est quand même dans la de Wonder Woman, on voit qu'ils font un petit effort de ce côté-là, peut-être que ce serait intéressant de donner un peu de spotlight à d'autres personnages de temps en temps. Comme Aquaman par exemple, tu vois, Aquaman, il y a quand même, il y a plein de produits en ce moment, mais il n'y a pas des explorations à la Black Label, tu vois, en mode genre un Aquaman d'horreur, un Aquaman science-fiction, tu vois, des Aquaman d'auteur, on va dire. Là c'est beaucoup Brandon Thomas un peu partout, dans une seule continuité a priori. Tu vois, ce serait intéressant de faire du genre avec Aquaman, par exemple. Je sais pas, je lance une idée comme ça au hasard, mais il y a plein de personnages que tu pourrais mettre en avant en dehors de Gotham City. Derrière ça, en tant que projet, si on ne critique pas ce qu'il n'est pas, ça m'intrigue. Ok. Voilà.
Mais c'est vrai qu'on pourrait. Non, c'est vrai qu'il y a par contre, il y a beaucoup de personnages qui effectivement mériteraient d'avoir les spotlights de DC Comics, notamment Batman du coup, tu vois, par exemple, ou alors l'autre Batman qui n'est pas très connu comme personnage. Un peu comme dans Titans. Oui, complètement. On va y venir juste après de toute façon, mais d'abord on continue du côté de DC. On vous a dit c'est une grosse l'actualité de cet été, elle est monopolisée, enfin de ce numéro en tout cas, elle est monopolisée par DC qui annonce aussi des comics avec des auteurs de podcasts. Alors il y a d'une part un récit qui s'appelle Saul Plumber qui arrive directement dans le label DC Horror, qui est écrit en fait par les animateurs d'un podcast qui s'appelle The Last Podcast on the Left, donc qui est une référence explicite au film The Last House on the Left de Wes Craven. La maison sur la gauche. Voilà, formidable représentant du registre Rape and Revenge. Et un de ses premiers films d'ailleurs. Pas que, mais oui, très bon film d'horreur. Toujours cette scène où quand les parents se vengent, c'est assez ouf. Oui, je ne spoil pas, mais voilà. Regardez-le, c'est très bien. Et donc ensuite, Batman The Audio Adventures, qui est en fait un podcast qui s'appelle comme ça, qui est du coup une adaptation de comics Batman, sauf que c'est le Batman en podcast qui se retrouve adapté en comics, alors que lui-même est dérivé des comics. Donc c'est un peu un formidable exemple de l'Ouroboros, ce serpent qui se mord la queue. Et autant, le deuxième. C'est pire, c'est un Ouroboros préventif, puisque c'est l'adaptation d'un podcast qui n'est pas encore sorti. En plus. Et qui est annoncé avant qu'on ait la date de sortie du podcast. Ok. Donc ça c'est ça c'est le marketing quoi, clairement. C'est l'Ouroboros du futur. Putain, c'est trop nul ça. En fait ça veut dire que grosso modo ils vont sortir mais en fait ils font comme je suis con, ils prennent juste les devants parce que Wolverine The Long Night de Ben Percy, ils l'ont fait en podcast avec Richard Armitage dans 5 épisodes, oui, tout à fait, très bon podcast. En doublage, voilà. Et du coup après ils ont fait l'adaptation en BD de ce truc-là. Donc en fait là ils font exactement la même chose en fait. C'est juste que plutôt que d'attendre si le podcast marche parce qu'ils savent que c'est Batman et donc que ça va marcher, en fait ils vont sortir les deux en même temps. Ils vont faire hey, est-ce que tu as aimé le podcast Batman avec la voix de Jeffrey Wright. De Jeffrey Wright en Batman? Eh bien maintenant on retrouve le comics où il n'y aura pas la voix de Jeffrey Wright, mais c'est pas grave parce qu'il y aura Batman. Si, il y aura la voix de Jeffrey Wright puisque tu peux le lire et lire la voix de Jeffrey Wright dans ta tête, tu vois. Ah si, ils font exactement la même chose. Tu sais, avec les mêmes dialogues et tout ça, tu pourras l'écouter. Ils font Jeffrey Wright 2 points, ils font la réplique de Batman. Ça n'a aucun intérêt. Non, ça n'a aucun intérêt. Si, ça a l'intérêt en fait d'avoir des vedettes, puisque c'est des scénaristes, du star talent, des scénaristes humoristiques qui sont quand même très connus pour leur participation. On appelle ça des cast members au Saturday Night Live, donc un monument de l'humour aux États-Unis, qui est une émission hebdomadaire où des gens sont invités, les célébrités sont invités et participent à l'écriture de sketchs. Qu'il présente ensuite. Donc il y a eu plein de gens qui sont passés. Daniel Craig, c'est là qu'il a dit The Weeknd, voilà le fameux gif que vous voyez toutes les semaines maintenant. Elon Musk aussi est passé, énormément de gens sont passés là-bas. Et le fait d'avoir ces mecs-là, ces gens-là, veut aussi dire que peut-être qu'ils vont communiquer eux-mêmes sur la sortie en podcast, qui fait de la promo à pas cher pour DC Comics. Après, c'est pas l'adaptation du podcast, que c'est une préquelle. Étonnamment, a priori avec différentes scénettes, des personnages qui sont inspirés par le ridicule du Silver Age, avec des héros un peu. Apparemment, c'est vraiment un podcast comique. Oui, ils ont ramené Jeffrey Wright, mais pour faire un Batman comique, pendant que David Goyer fait son podcast à lui. C'est ça. Hey, qui a planqué ma Batmobile? Ça va un peu être ça, a priori. Ça va être vraiment du Batman d'Adam West dans le présent et à l'audio. Bon, pourquoi pas, il faudra voir si c'est bien écrit, si c'est marrant et tout, mais. Ça peut être marrant. Là, encore une fois, donc, à me répéter. C'est beaucoup de Batman en comics quand même, hein, et ça pour le coup c'est vraiment un projet totalement dispensable qui peut ne pas sortir et vos vies ne vont pas changer. Comme tous les comics, en fait tous les comics peuvent sortir sans que ta vie ne change. Non mais il y a des comics qui partent de projets d'auteurs, qui ont des trucs à raconter, une interrogation du mythe, etc. Là c'est du pur produit dérivé de produits dérivés. Donc bon j'ai envie de dire, voilà, on a une couverture, on a des couvertures plutôt jolies, des artistes pas mauvais, Johnny Ba, etc. Mais je sais pas, personnellement, là, ça touche un petit peu. C'est un petit peu comme Batman Fortnite, tu vois. Ça touche un petit peu au moment où, en fait, Batman devient vraiment un homme sandwich. Mais ce qui paraît, Batman Fortnite, c'est bien. Hein. Ouais, il paraît, ouais. Bien sûr. Il paraît Cruella, c'est bien aussi. Non, je te jure. Il paraît que Macron sera réélu. Tu devrais le lire. Tu devrais lire Batman Fortnite, vraiment. On en reparlera. Oui, mais j'ai lu Batman Fortnite, j'ai lu le numéro avec Snake Eyes. Je me suis fait chier. Et je trouve, moi, c'est un petit peu l'argument, je pose mon cerveau et c'est débile et délirant, donc ça me va. Déjà que j'aime pas les Fast and Furious, donc peut-être que je suis pas dans cette niche de gens qui arrivent à délirer. Moi, je suis peut-être trop con ou trop premier degré. En tout cas, voilà, ça fait quand même beaucoup de Batman en ce moment. Là, typiquement, voilà, c'est un one-shot qui sera probablement étendu pour être vendu plus cher par des gens qui sont pas des spécialistes du comics. Il y a rien qui m'enthousiasme. Il y a rien qui m'enthousiasme là-dedans.
Et Saul Plumber alors. Et Soul Plumber, alors voilà, c'est peut-être plus intéressant parce que c'est un projet original, une histoire originale. Il n'y a pas Batman dedans. On a cherché un peu, on a dit où est-ce qu'on pourrait le placer, ils n'ont pas réussi à trouver. Du coup, c'est l'histoire d'un jeune prêtre qui est foutu à la porte de son éducation religieuse, on va dire, je sais pas pourquoi. Et il va quand même vouloir devenir exorciste, donc il va en fait découvrir qu'il y a une société de prêtres très high-tech qui ont inventé une machine qui permet d'exorciser les âmes, un petit peu comme le blaster à photons à positron de Ghostbusters, d'où le nom, Soul Plumber Ghostbusters, voilà, vous voyez très bien la référence. Sauf que lui, il n'a pas une thune, et donc avec un pote, ils vont fabriquer leur propre machine avec des pièces un peu rapiécées, et tenter d'exorciser eux-mêmes, sauf que évidemment, ça marche pas comme ça la vie, hein. Si t'as pas un projecteur numérique Barco 4K, tu peux pas non plus juste mettre une lampe et une photo et essayer de les bouger très vite pour que ça fasse du cinéma. Donc là, c'est pareil, c'est-à-dire qu'en ce moment, leur appareil va pas très bien marcher, pardon, et ça va déclencher des merdes. Donc grosso modo, partant de là, on a une mini-série originale d'horreur comique, a priori inspirée par les années 80, par des auteurs qui effectivement ne sont pas des spécialistes du comics. Là encore une fois, c'est probablement parce que ça leur fera une promo à pas cher à DC. Ils pourront récupérer le lectorat de cette communauté qui apparemment est assez gros. C'est un podcast un peu vedette aux États-Unis. Ils ont combien d'auditeurs, ils le disent? J'ai pas tout à fait regardé. Après, ils ont 10 ans, ils ont déjà gagné des prix pour leur podcast. C'est un podcast qui parle de monstres du vrai monde, on va dire, les tueurs en série, les affaires un peu mystérieuses, les disparitions, enfin tout ce que vous pouvez imaginer. Disons qu'en termes de succès, on va dire que c'est un peu l'équivalent américain de First Print, quoi, grosso modo. C'est un peu plus gros. Un peu plus gros. Un tout petit peu alors. Un tout petit peu. Mais il y a des podcasts comme ça aussi en France, de toute façon, surtout qui passionnent les gens, hein, les vrais tueurs en série et compagnie. Donc voilà, c'est quelque part, c'est un petit peu aussi comme Sarah Beatty qui vient faire Superman et Lobo, tu vois, c'est une nana qui a déjà une communauté qui est énorme. Qui peut faire de la publicité très facilement et qui font des reconversions assez simples d'une passerelle à l'autre. Donc bon, c'est pas forcément ce qu'on espère de DC aujourd'hui, mais encore une fois, voilà, c'est une série originale avec John McCrea au dessin, ce qui est quand même plutôt une bonne chose. C'est un très bon dessinateur qui l'a. Surtout dans le registre crado. Dans le registre crado, horrifique, ce sera parfait. Voilà, c'est ça. Moi, j'en demande pas plus, tu vois. Franchement, prenez-moi des influenceurs YouTube à la con pour faire de la BD. Si la BD elle est bien, je serais content. Ça pique du travail à personne, en l'occurrence, tu vois. Et puis, voilà, si ça peut après donner envie à des auteurs de podcast de s'intéresser à ce qui se passe en BD en ce moment, tout ce qui émane de nouveaux lecteurs m'intéresse. Donc voilà. Puis ça permet du coup à d'autres gens qui font du podcast peut-être de se lancer dans la BD, Corentin. Voilà. Donc toi, tu voulais envoyer un CV, c'est ça? Exactement. Voilà. T'as une proposition de pitch peut-être? Oui. Vas-y. C'est l'histoire de Batman. Ça va être accepté. C'est validé. C'est facile, là, du coup, il n'y a pas trop de prise de risque. En plus, c'est la fin du pitch. C'est l'histoire de Batman, point. Allez, on continue toujours du côté de DC avec une annonce qui fait plaisir de retour dans le Black Label, mais pour une fois, on n'est pas sur du Batman. On est sur du Wonder Woman avec Wonder Woman Historia, The Amazons de Phil Soudekonic et Phil Jiménez. Voilà, j'allais dire Phil Jiménez en premier parce que les dessins sont quand même hallucinants. Donc, projet qui a été annoncé en 2018, justement quand le Black Label avait été annoncé officiellement, ou c'était 2017, je me rappelle 2018, ouais. En mars 2018. Et qui n'avait toujours pas vu le jour. Donc voilà, donc là on est vraiment sur une publication qui va débuter à partir de l'automne prochain. Mais alors il y a de multi-carottes, multi-douilles dans ce projet, puisque donc, quand il avait été annoncé, ça devait être par Kelly Sue DeConnick et Phil Jiménez en entier sur l'intégralité de cette mini-série qui est donc dans le format classique, des 3 numéros à 48 pages étendus, tout ça. Sauf que du coup, on imagine que si le premier numéro sort 3 ans après son annonce, c'est qu'il y a peut-être eu des soucis simplement pour remplir les planches. Et après, quand on voit les visuels de Jiménez, on se dit forcément, on imagine qu'il y passe énormément de temps là-dessus, donc peut-être que ça explique que ça prenne autant de temps. Toujours est-il que il y a un changement un petit peu d'équipe créative, puisque le deuxième numéro sera dessiné par Jin Ha, donc ce qui est quand même plutôt cool. Top 10, tout ça, c'est quand même plutôt sympa. Et Nicolas Scott pour le troisième numéro, qui aussi dont le nom est fortement lié à Wonder Woman, parce qu'elle a fait notamment un très très bon run avec Greg Rucka sur le personnage en Year One. L'arc Year One. Ouais, mais il y en avait eu d'autres après, du coup. Oui, bien sûr. Et donc voilà, donc de très bons dessinateurs et dessinatrices qui sont recrutés là-dessus. Mais la deuxième douille, par contre, c'est les délais supplémentaires, parce que le numéro 2 sortira qu'au printemps 2022 et le numéro 3 à l'automne. Donc grosso modo, il va falloir 1 an pour publier 3 numéros. Donc on espère que vous serez attentifs et motivés. En tout cas, c'est bien, ça laissera le temps de digérer entre chaque numéro. Sûr, Donc on est content, mais quand même. Moi, je suis pas très content. Toi, t'es pas très content. Franchement, ils se foutent de la gueule du monde quand même. 3 ans pour 3 numéros. Alors, mes comics, moi je les veux en mensuel, sinon rien. Non, je m'en fous. J'aurais pu attendre 6 mois de plus si ça avait permis à ce que Phil Jiménez termine les numéros, mais là en l'occurrence,
je sais pas, octobre, et après ils disent le printemps, donc quoi, c'est mars, avril. Ouais, et puis après, C'est de nouveau, vraiment octobre, 6 mois quoi. après, et ensuite c'est vraiment 6 mois après. Je sais pas, je trouve que c'est un peu du foutage de gueule quand même. Enfin, t'as l'impression qu'il y a une sorte de malédiction sur les titres du Black Label. Après, personne t'oblige à. Enfin, après, tu les achètes quand tu voudras. Si tu veux les lire tous d'un trait. Non, ben, mais c'est pas la mais je te dis, je viens de te dire, le délai ne pose pas de problème. C'est Mm. plus le fait que pendant ce délai, Phil Jiménez n'aurait pas le temps, hypothétiquement, parce que, mettons, le numéro 3 sort à l'automne 2022, ça ferait plus de 4 ans après l'annonce originale. En mars 2020, il avait posté une première planche quand même, donc il montre qu'il avait bien peut-être que avancé. c'était la première planche. Peut-être que c'est, mais je crois vraiment que c'était ça. Je crois qu'il avait vraiment pas commencé à bosser dessus pendant 2 ans. Alors je sais pas, peut-être que Phil Jiménez a eu des ennuis de santé, des soucis de vie privée, peut-être qu'il a plus envie, parce qu'il a quand même fait beaucoup plus de variantes en 3 ans que d'intérieur. Ça paye plus. Hein. Ça paye plus, et puis c'est moins fatigant. Il y a beaucoup d'artistes qui sont dans ce cas-là, qui abandonnent petit à petit. Voilà. Mais moi, ce qui m'énerve, c'est qu'on m'a annoncé ce projet avec Phil Jiménez au dessin. C'est vrai qu'il est quand même assez rare et que j'aime beaucoup son trait. Là, de ce qu'on en a vu, c'est très joli, effectivement. C'est très riche, très détaillé, c'est très généreux. C'est ouf. Et proportionnellement, autant j'aime bien Gene A, autant ça n'a rien à voir graphiquement. Nicolas Scott, ça n'a rien à voir graphiquement ni avec Gene A, ni avec Phil Jiménez. Donc, je sais pas, par nature, je suis pas très fan en fait de ce genre de projet décousu ou qui, Après, c'est qui passe de main en main. Après, c'est chapitre par chapitre, donc tu peux penser que Keisu Deconic et tout ça, et l'éditorial fait en sorte que le projet a une certaine cohérence dans le fait que chaque chapitre ira, vu que c'est Wonder Woman, Historia, The Amazons, Historia, différentes périodes temporelles, donc à une période temporelle donnée, un artiste donné, ça me semble assez évident. Ça m'est complètement égal. Je voulais voir Jiménez sur 3 numéros. Arrête d'essayer de me. Hein, non, c'est mort. Non, je suis pas content, franchement. Là, pour le coup, Dan Didio a déconné effectivement avec cette fameuse annonce anticipée parce que, à mon avis, ça a peut-être mis une pression aux équipes, ou à l'équipe en l'occurrence originale, qui a fini par se démotiver vu le temps passant et que la vie continue et d'autres enjeux se mettent sur le chemin, etc. Voilà, enfin c'est chiant. Phil Jiménez, il est quand même. C'est un peu comme Greg Smallwood qui finit pas Vampironica, tu vois. T'as envie de dire, mais frère, au pire, prends le temps, on est prêt à patienter, c'est pas grave. Juste mais pas les termine-le. éditeurs en fait. Non, mais il y a quand même eu des gros délais entre chaque numéro, hein, je veux dire, c'est aussi parce qu'il avait la flemme. Au bout d'un moment, il faut se le dire, Smallwood, c'est pareil, hein, c'est un mec qui abandonne peu à peu les intérieurs pour faire de la variante. Là, il y a enfin une série qui a été annoncée à l'intérieur. Espérons que Human Target, ce sera bien de Smallwood du début à la fin. Moi, j'en suis pas persuadé. Ça fait très longtemps que c'est plus le cas. Hein. Donc, voilà, bon, bref. Ça gâche pas forcément tout, puisque effectivement, ça reste Kelly Sue sur du Wonder Woman. Une série qui donc va interroger qui va twister un petit peu justement l'origine normale de Themyscira, parce que là c'est créé par les déesses de l'Olympe, parce qu'elles en ont marre en fait du comportement viriliste de leur contrepartie masculine, et Hippolyta qui en fait se ramènerait plus tard dans l'équation et dont en fait l'influence jouerait un rôle bénéfique et transformateur pour cette civilisation, jusqu'à en faire celle qu'on connaît, donc de paix, d'amour, etc., ce qui n'était a priori pas le cas au départ. Donc voilà, pour ceux qui s'intéressent à Themyscira, c'est une lecture plus originale, conduite par une femme, avec différents artistes qui sont quand même assez talentueuses. Moi, je suis quand même toujours intéressé. C'est juste, quand on voit justement la première double page quand même. Hein. de Phil Jiménez, t'as envie de te dire, mais 3 numéros, c'est pas non plus la mort, 3 numéros, c'est rien, 3 numéros. Bah dessine-les toi, les 3 numéros, si t'en es capable. D'accord, allez, je fais 3 numéros tout de suite, là. Alors, il les a fait. Enfin, après, attends, si j'avais 4 ans, j'arriverais peut-être à te faire 3 numéros quand même. Hein. Même à une case par jour, je pense que ça le fait. Hein. Après, faut voir la gueule de tes cases aussi, quoi. Ouais, mais je peux les faire. Ok, c'est très bien, sans la Corentin. Donc, mais big up à Phil quand même, enfin, c'est pas gravissime, mais reviens, frère, tu nous manques. Allez, et justement, du côté de Wonder Woman, on continue avec une autre annonce moins importante, mais plutôt sympathique aussi, avec une mini-série pour Nubia. Donc, Nubia and the Amazons. Ça arrive également au mois d'octobre, hein, puisqu'en octobre, en fait, on va fêter les 80 ans de Wonder Woman en grande pompe. Il y a un Wonder Woman Day qui était annoncé. DC va distribuer des comics gratuits en VO pour ça. Je ne sais pas si Urban suivra le truc, mais peut-être, pourquoi pas. Et en tout cas, voilà, il y aura des singles VO qui seront distribués, notamment le premier numéro de Wonder Woman de Greg Rucka et Nicolas Scott. Donc c'est pas mal pour faire de la promo à la fin en disant retrouvez l'année prochaine Nicolas Scott dans... Celui de Liam Sharp, du coup. Hein? Celui de Liam Sharp. Non, celui de Greg Rucka et Nicolas Scott, le premier numéro de Wonder Woman Year One. Oui, du coup. D'accord, mais du coup, c'était le numéro 2. Non, c'était le numéro 1. C'est pas le numéro 1, c'est pas Liam Sharp? Non. T'es sûr? Oui. Ok. À 100%. Parce qu'en plus, ce numéro 1 a déjà été réédité plusieurs fois à des opérations promotionnelles. Donc en fait, il réécoule les stocks des numéros gratuits qui avaient déjà été proposés avant. Et donc, Nubia and the Amazon sera vraiment pour poursuivre donc ce sera coécrit par Vita Ayala et Stephanie Williams avec Alita Martinez au dessin. Et Alita Martinez, elle avait déjà illustré la partie Nubia dans le titre Immortal Wonder Woman dans le Future State. Et donc,
voilà, grosso modo, Wonder Woman étant partie faire ses bails ailleurs et Yara Flor étant encore Wonder Girl dans le présent actuel de DC Comics. Donc c'est à Nubia de devenir la nouvelle reine de Themyscira. Et donc... Et Donna Troy. Hein? Et Donna Troy. Et on s'en fout de Donna Troy. Et Cassie Sandsmark. Non, on s'en fout aussi. D'accord. Ok. Voilà. Autant pour moi. C'est donc elle qui va écoper de se dire, mais après Donna Troy et Cassie Sandsmark, elles sont pas à Themyscira en fait, elles y résident pas en ce moment, tu vois, elles sont pas. Donc Donna là, Troy, c'est elle est vraiment. où, alors que Nubia, elle est vraiment à Themyscira, quoi. Mais elle est où Donna Troy? Bah, je pense même bien pas où Donna est-ce qu'elle est, Donna Troy, Troy. ouais. En plus, elle était dans Young Justice, non? Est-ce qu'elle n'a pas disparu après New 52? Cassie Sandsmark, elle était. Donna Troy, elle était dans les Titans aussi pendant les New 52. Je me rappelle plus avec Rebirth ce que ça a donné. Non, mais même avec Rebirth, elle était dedans, donc je sais plus. Ok, bon, bref. Donc, Bref, ouais, donc. Nubia devient la nouvelle Wonder Woman en l'absence de sa frangine. Voilà, c'est ça, la nouvelle reine des Amazones, et donc vont découvrir en fait une menace qui est enfouie dans l'île de Themyscira et baston. Bah, Après, c'est plutôt cool d'avoir Nubia mise en avant dans son premier titre en solo, quoi. Oui. Bah si. Bah moi, ce que j'ai lu du petit passage dans Future State... Bah justement, tu voyais qu'il y avait en plus une menace, enfin qu'elles exploraient avec mais particulièrement, c'est plus le plan des dessins là qui me pose problème. Je suis pas très fan du style de Martinez. Tu dis Alita Martinez, c'est ça? Yes. Ouais. Alita Martinez, je suis pas un énorme fan, c'est très classique, c'est de la bande dessinée de super-héros assez musclée, assez gonflée, on va dire. Je sais pas, moi je suis pas forcément ultra fan. Paradoxalement, à côté de ça, le roman graphique Nubia a été nommé au Harvey dans la famille jeunesse. Et bon, c'est un style qui n'a rien à voir, hein. C'est un style jeunesse, beaucoup plus léger, beaucoup plus coloré, beaucoup plus pop. C'est peut-être ça qu'il faudrait faire, à mon avis, si on veut justement intéresser au personnage, parce que là, tel quel, ça va avoir la gueule d'une série très normale, sans... Après, Vita Ayala, quand même, assez repéré, j'ai l'impression, parce que c'est quelque chose, enfin, c'est quelqu'un qui compte quand même aujourd'hui. Donc peut-être qu'il va y avoir une sorte de fulgurance. Pour l'instant, moi j'ai un peu du mal à me motiver pour ce projet-là précisément. Voilà. Très bien, merci Corentin. Et on va terminer avec la dernière annonce de DC Comics qui est plutôt cool aussi, retour à l'horreur et retour au label Hill House qui est l'imprint de Joe Hill, le scénariste des comics Lock and Key et aussi le fils d'un certain Stephen King. Donc le label Hill House, on en avait parlé justement quand DC avait annoncé son imprint DC Horror, puisque c'était un imprint donc de titres d'horreur chez DC Comics, alors que techniquement il y avait déjà Hill House, et on s'était demandé est-ce que ça signe la fin pour les titres Hill House, dont deux nous sont parvenus en VF chez Urban Comics et qu'on vous recommande beaucoup, c'est Plunge d'un côté et Basket Full of Heads. Et justement, le titre qui a été annoncé et qui marque le retour du label Hill House, c'est la suite de Basket Full of Heads. Et bah voilà, c'est vraiment la suite où on voit les choses en plus grand, puisque après un panier plein de têtes coupées, eh bien, nous aurons un réfrigérateur plein de têtes coupées, puisque ça s'appelle effectivement Full of Heads. Et donc, grosso modo, en fait, il y aura pas le retour de l'héroïne du premier volume, ou alors peut-être qu'elle apparaîtra, mais on imagine en caméo. Mais du coup, il n'y aura pas de June Branch qui sera là. Mais on s'intéresse par contre à la même hache nordique qui, justement, quand tu coupes la tête de quelqu'un avec, bah, la tête continue de parler. Et cette hache va être retrouvée par un couple qui, justement, est de passage sur l'île où se passaient les événements du premier récit, donc Brody Island, en 1983. Donc un couple qui est là en vacances, en week-end, qui tombe sur la hache. Et alors ça se passe quelques temps après la tempête qu'il y avait eu dans Basket Full of Heads. Et donc bah voilà, de nouvelles intrigues, nouveaux méchants, et du coup bah, beaucoup de têtes coupées a priori, puisqu'il faudra bien les faire tenir dans un réfrigérateur. Je sais pas si ce sera explicite ou pas, s'ils vont vraiment les foutre dans le frigo pour les masquer, pour les cacher et pour pas qu'on capte. Le titre était assez explicite, hein. C'est vrai aussi. C'était vraiment un panier. Plein de têtes. Alors du coup par contre, la nouvelle pour laquelle Corentin a fait comme ça, eh bien c'est que ce n'est plus Joe Hill qui écrit. Exactement. C'est bien Joe Hill, moi. Ouais, donc c'est plus Joe Hill qui écrit et c'est plus Leo Max qui dessine. C'est plus ça à la limite, parce que je n'ai rien contre Tom Fowler. Alors, parce que du coup, donc, c'est à l'écriture, du coup, c'est le romancier Rio Ewers qui est donc a écrit et qui a priori, d'après les déclarations, en fait, a beaucoup discuté avec Joe Hill de la suite. Donc, j'imagine que quand même. C'est son bro. Voilà, c'est son bro. De toute façon, c'est Hill House. Donc, de toute façon, Joe Hill est le superviseur, l'éditeur de ce label. Donc, bien sûr qu'il a des discussions. Et donc, c'est Tom Fowler qu'on avait vu sur Quantum Woody, par exemple, il y a quelques années, qui s'occupera de la partie artistique. Et alors, Corentin, tu avais fait mais moi, je préfère Leo Max parce que Tom Fowler, il dessine pas pareil. Bah, c'est sensiblement ce que j'ai dit, mais pas avec cette voix-là, effectivement. Non, mais j'aime bien le Tom Fowler, j'ai bien aimé Quantum Woody. Après, c'est un style qui est beaucoup plus cartoon, enfin classique. Après, tu peux classique cartoon, on va dire. Peut-être qu'il va changer un peu son style pour ça. Oui, probablement. Alors, c'est vrai que voilà, je connais pas forcément toute sa bibliographie. Peut-être qu'il a effectivement, c'est comme
Liam Sharp, tu vois, si on m'avait dit qu'il pouvait Ah faire ouais. du Dave McKean-Sienkiewicz comme il fait sur Reptilian, je t'aurais probablement pas cru à l'époque de Wonder Woman 2, du coup. Ouais. Mais voilà, moi j'aimais bien ce qu'avait fait Leo Max, je trouvais ça très très bien. Que là, effectivement, le fait de faire une suite sans le créa original, après, ça a un sens dans l'horreur en général, puisque c'est vrai que Basketful faisait un peu film d'horreur, un peu slasher, etc., un peu détourné. Bah, complètement, oui. Que là, pour le coup, c'est vrai que les slashers ont eu l'habitude de changer un peu de pogne d'un réalisateur à l'autre pour des très longues sagas où il y a toujours le vilain qui est toujours là. En l'occurrence, c'est un artefact. Ça existe d'ailleurs, Arnaud, les slashers à artefacts comme ça. Ouais. Tu sais, genre où il y a une sorte de MacGuffin un peu horrifique. Bah oui, puis ne serait-ce que, je sais pas, tu sais, même dans les chars de poule, t'avais la nuit des pantins où t'avais toujours ce pantin diabolique et ce genre de Ouais, choses-là, tu ou vois. le Necronomicon ou ce genre de machin-là, quoi. Chucky, la poupée, du coup. Tout à fait, effectivement, Chucky la poupée, tout à fait. Donc c'est vrai que moi, ça m'intéresse de poursuivre cette histoire qui était particulièrement bizarre, assez intéressante, justement, dans ce côté l'héroïne qui pète un peu un câble, très violent, mais en même temps un petit peu inspiré par un Brody Island, tu vois, tu penses forcément au shérif Brody dans de la mer, le côté l'île où il se passe des choses, t'es coupé du monde et tout. Donc, ouais, non, je sais pas, je suis content quand même. À défaut de retrouver mon pote Léo Max. Ouais, mais, j'aime bien. mais après on verra peut-être que, enfin moi je suis juste aussi content sur le fait que le label n'est pas mort, clairement, et donc bah je suis assez curieux de savoir ce que Joel va pouvoir faire aussi, parce que j'imagine qu'il va en profiter pour écrire un futur titre. C'est à peu près certain quand même s'ils remettent les couverts là-dessus. Donc voilà, je suis content de voir que le label ne ment pas, parce que quand même les propositions, alors toutes ne sont pas arrivées en VF, mais parmi les autres propositions, je sais pas, le Daphne Byrne avec Kelly Jones, moi j'aimais bien, c'était pas ultra bien écrit, mais par contre Kelly Jones sur de l'horreur comme ça, c'était quand même assez ouf. Et même The Dollhouse Family, c'était plutôt intéressant dans son approche de perversion des maisons de poupées, des contes de fées un petit peu. Donc voilà, ça reste quand même des propositions qui sont intéressantes. Donc on espère que ce sera bien. Et là-dessus, on en a fini avec la partie DC Comics qui était assez importante. On vous avait prévenu. Marvel a fait une petite annonce sur un one-shot Eternals Forever, Corentin. Ah oui, bon, ça, effectivement, on le mentionne pour avoir un peu de Marvel, mais c'est pas du tout une grosse annonce. Grosso modo, ils vont juste faire un numéro spécial dont le rôle sera de présenter à celles et ceux qui voudront en savoir plus sur les Eternals avant la sortie du film, puisque ça sort un mois avant la sortie du film, la mythologie des Eternals, tout simplement. Donc, qui sont-ils? Alors, c'est quand même une intrigue, hein, c'est pas un guidebook. Donc, c'est Icaris qui se fait enlever par les Deviants et qui va être mandaté, enfin, qui va être hypnotisé puis mandaté pour tuer Ajax, je crois. Donc, voilà, Gilgamesh va s'opposer à lui, Gilgamesh et Sprite vont s'opposer à lui. Voilà, c'est une histoire tout à fait, a priori, innocente, inoffensive, dont le but va surtout être de faire un truc très perméable. C'est Ralph Macchio qui va se charger de l'écriture, ça c'est intéressant, parce que c'est un mec qui est un vrai vétéran de Marvel, qui est un ancien éditeur, qui a fait un peu d'écriture, qui n'est pas un très très bon scénariste, mais qui est un mec qui a compté pour Marvel, et qui a écrit justement l'anté-origine des Eternals dans un numéro de What If en 80. Puisque dans ce numéro-là, en fait, tu avais les backups qui étaient les Untold Tales of the Marvel Universe, dans lequel il revient sur la fondation de la Cité des Eternals par Chronos et comment est-ce que Chronos, justement, a donné aux Eternals le pouvoir de l'immortalité. Donc, probablement qu'il y a une sorte de cohérence à faire à ce mec-là, justement, la synthèse, un petit peu, la présentation de ce que sont les personnages. Maintenant, faut pas être très dupe pour se dire que de toute façon, le lectorat, enfin, les fans de Marvel ne sont pas intéressés par les comics, puisque le film sera probablement suffisamment explicatif pour permettre aux gens de s'y retrouver. Les fans de comics, en revanche, peut-être que les Eternals, c'est pas l'équipe la plus connue. Peut-être que c'est le moment justement de s'y intéresser. C'est quand même assez culte. Oui, c'est culte, mais est-ce que tu as lu, toi, beaucoup? Moi, par exemple, pas beaucoup. Tu vois, parce que c'est quand même un pan de l'univers que, alors bien, je connais plus les Inhumans, à la limite, qui est quand même assez difficile d'accès. C'est du cosmique. C'est une équipe de dieux croisés sur Terre avec les Celestials et tout. Enfin, c'est pas Spider-Man, c'est pas le Punisher, c'est pas le Hulk, c'est pas... Même les Fantastic Four, c'est plus accessible que ça, tu vois. Donc, probablement que l'idée, là, justement, d'intéresser celles et ceux qui, comme nous, sont fans de comics et de l'adaptation, à se poser des questions sur ce que sont les Eternals et comment y rentrer, plus que de convertir de futurs cinéphiles, on va dire, pour être très, très généreux. C'est plus, voilà, c'est comme tu le dis, c'est le comics Marvel qui est là pour occuper une case, Oui, et voilà, aussi c'est pour ça. faire marquer la pause avec le titre principal de Kieran Gillen et Zachary Beach, le temps qu'ils puissent se C'est reposer. intéressant Quoi. parce que du coup, on a, entre guillemets, appris, même si les sollicitations étaient assez explicites, que le titre était en pause. Donc, Gillen et Sadri Beach, Sadri Beach, c'est comme Phil Jiménez, c'est un mec qui finit rarement, ou alors il fait que des one-shots comme pour Conan et compagnie.
Là, c'est vrai que le fait que Marvel ait juste vraiment tenu 6 numéros pile pour avoir un trade à publier avant la sortie du film, c'est quand même, encore une fois, les petites manigances de notre ami CB, qui, quelque part, Non, mais après, fait toujours comme d'habitude. Le truc, c'est que Ezra Bridge peut revenir, mais c'est juste qu'il faut lui laisser le temps en fait, de prendre assez d'avance pour après pouvoir republier en fait, le prochain arc au format mensuel. Je pense pas qu'il reviendra. Enfin, à mon avis, on peut prendre les paris si tu veux. Yes. Moi, je te parie qu'il revient sur Eternal 7. Bah, moi, je te parie qu'il revient pas sur Eternal 7, mais qu'il revient sur les variantes. Voilà. C'est un gros check. Voilà. Ouais, là, c'est On a checké. bizarre, là, du coup, le bruit. Si, les gens ont entendu. Mais honnêtement, tu vois, par exemple, ça, le fait de faire 6 numéros pour avoir un premier trade, et après, je leur limite, démerdez-vous, enfin, vous revenez plus tard, c'est quand même un peu aussi une stratégie. Bah, je sais pas, parce que récemment, justement, il y a Jérémy Manès qui traduit Eternal en ce moment, qui a lâché un tweet tout récemment en disant putain, Eternal 6, vous êtes pas prêts, donc peut-être qu'il y a un gros cliffhanger ou un gros truc qui se passe et que ça peut justifier aussi. Ouais, ça sort à la fin du mois, et donc peut-être que ça peut justifier de prendre une pause aussi. Bah écoute, on verra bien. On verra bien ce que l'avenir nous dira. On verra bien. Allez, viens, je sais plus quoi. Non, mais... Allez, on continue avec du Dark Horse, puisque Mike Mignola a déclaré en interview « Jamais je ne vous laisserai Hellboy, je serai toujours dessus dès que vous annoncerez quelque chose. Ha 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 ». Puis et ensuite, en disparaissant dans un nuage de fumée noire. Il a fait un dab, après il a jeté une grenade fumigène par terre. Il a tourbillonné. Il a disparu. C'est ça. Il est beaucoup trop fort. Alors du coup, Hellboy, qu'est-ce qu'on en a? Une nouvelle mini-série Hellboy avec Mignola à la coécriture. Silver Lantern Club, effectivement, donc une mini-série. Le club des lanternes d'argent. A priori, oui. Ou le Silver Lantern Club, sinon. Moi, je traduis. Je suis traducteur, moi, monsieur. Tu es traduiseur? Oui, j'ai dit traducteur, mais c'est pas grave. J'ai entendu traduiseur. Tu veux en parler peut-être, Arnaud? Non. D'accord, très bien. Ça parle de quoi, juste? De Hellboy. Ouais. Et du Silver Lantern Club. J'ai pas lu ta news. J'ai pas lu ta news. Oui, donc nouvelle série Hellboy qui raconte un petit peu donc les membres du club de la Lanterne d'Argent. Qui justement sont différents détectives de l'occulte qui ont précédé Hellboy dans ce rôle de gestionnaire, d'enquêteur. C'est le checkmate de l'univers d'Hellboy, quoi. Ouais, un petit peu de ça, ou la société des par-dessus de DC Comics, on va dire. Que là, pour le coup, voilà, donc on aura effectivement Edward Grey, donc le Witchfinder. On aura d'autres personnages, l'oncle du professeur Brutenholm, qui est encore en vie, parce que cette histoire se passe pendant l'enfance de Hellboy, enfin qui est racontée du coup par l'oncle de Brutenholm. Voilà, c'est alors là pour le coup, il faut quand même que tu m'aides pour le dessinateur. Je sais pas si c'est pas Ben Steinbeck ou un truc dans le style, mais grosso modo, bon, c'est un des imitateurs du style Mignola. C'est encore une fois Chris Robertson de iZombie qui va écrire le script avec Mignola qui va dire oui ça c'est bien, oui ça c'est pas bien. Parce que Mignola maintenant est plus une sorte de gérant, de gardien de la continuité Hellboy que de vrai scénariste, on va dire proprement dit. Christopher Mitten et Ben Steinbeck qui dessinent. Merci. Donc pour le coup, voilà, c'est toujours du Hellboy par Mignola, c'est tout, enfin en partie, par Robertson qui est un petit peu son seul héritier viable, on va dire, dans justement sa productivité acharnée. Hellboy qui reste le Spider-Man ou le Batman de DC Comics puisqu'ils en foutent. De Dark Horse Comics. De Dark Horse Comics, pardon. Voilà, je sais pas en fait quoi dire de plus, c'est encore du Hellboy, c'est encore sympa pour ceux qui aiment bien ça. Moi j'aime bien ça aussi, après je ne lis pas tout parce qu'il y en a quand même beaucoup qui sont très dispensables. Mais bon, enfin, quelque part c'est bien aussi comme ça de fédérer un petit peu les différentes séries qui se passent dans le passé et dans le Mignolaverse, parce que c'est vrai que jusqu'ici la continuité est parfois un petit peu elle est totalement cohérente, hein. Tu peux faire vraiment une frise pour dire à tel endroit il y a ça, à tel endroit il y a ça, à tel endroit il y a ça. Mais après voilà, le fait de tout vouloir unifier c'est plutôt cool. Et on aura toujours notre dose de Hellboy très régulière. D'accord. Je crois qu'ils ont aussi annoncé qu'ils passaient à autre chose pour la saga des Hellboy and the BPRD, où ils changent de décennie après avoir passé quand même bien 10 ans dans les années 50, ils passent aux années 60. Donc ça continue son petit bonhomme de chemin. Il faut savoir que Hellboy c'est particulier parce que en fait la saga est finie actuellement. Il y a vraiment une fin, un point net définitif avec Hellboy in Hell, en tout cas pour Anugunrama. Et en fait on ne fait qu'explorer soit les recoins, le passé, soit les interstices, soit les aventures vraiment très auto-contenues, et effectivement le passé. Et en fait quelque part le passé se développe de plus en plus. Alors que justement on pourrait imaginer sans contredire du coup ce qui a déjà été écrit. Jamais ça contredit jamais, parce que ça n'a jamais été, c'est des points qui n'ont jamais été abordés ou référencés, donc ça permet tout à fait. Et puis en fait il invente tout le temps de nouveaux personnages comme bon, Joe Golem est un peu différent parce que c'est encore un truc vraiment à part, mais le Witchfinder tu vois il est apparu après Hellboy et donc tu peux faire ce que tu veux avec.
Voilà. Ok, très bien. Et bon, on arrive, en tout cas, on verra bien si Dark Horse arrive effectivement à fédérer voilà, ses lecteurs avec cet univers. Et je voulais faire une blague avec Roger Fédéré, mais du coup, je ne la ferai pas. Tu veux dire Roger Fédéré? Ouais, c'est ça. Voilà. Ouais. J'ai fait la blague du coup. Allez, on termine cette partie comics avec juste une petite annonce également plutôt cool pour le titre Something is Killing the Children, quelque chose tue nos enfants. Non, du coup, ça n'a pas été traduit pour la VF. C'était une blague qui s'offre un spin-off. Alors, le titre vraiment de Boom Studios, hein, c'est une série qui marche très bien aux États-Unis. Écrit par James Tynion Ford, dessiné par Werther Del Hedera. Et voilà, donc un titre dont on apprenait récemment la mise en route pour une adaptation en série télé du côté de Netflix. Et du coup, on va avoir un spin-off dessus qui s'appelle House of Slaughter. Donc, qui sera... Quoi ? Non, rien. Donc, qui sera confié sur l'écriture à Tate Brombal, qui a fait Barbalien, du coup, pour le qui a fait du Barbalien pour le Black Hammer, voilà. Et cool. Avec Chris Sheehan au dessin, qui voilà, lui aussi est très fort dans l'horreur rurale, puisqu'il fait The Autumnal, qui arrive donc cet automne chez 404 Comics. Et donc, à quoi on s'intéresse? Belle affiche. On s'intéresse en fait à l'ordre, à la House of Slaughter. Du coup, c'est l'ordre qui, dans cet univers, s'occupe de recruter des adolescents et des personnes pour aller tuer les monstres qui tuent les enfants. Comme dans Buffy. Et donc, on s'intéresse du coup à l'organisation qui a formé Erica Slaughter, qui est donc l'héroïne de Something is Killing the Children. Est-ce que tu es content, Corentin? Je suis très content. J'ai toujours pas lu, mais je suis très content parce que effectivement, belle affiche. J'ai bien aimé Barbalian Red Planet. J'aime aussi beaucoup justement ce dessinateur. C'est cool. Tynion, après il peut pas être partout, qui confie à d'autres son petit univers à lui. C'est pareil, c'est en train de devenir une franchise, hein, du coup. De toute façon, c'est vrai que le concept de une orga qui forme des tueurs, c'est juste le truc monstre le plus facile à faire en franchise. Ah non, c'est hyper original en plus. Mais oui, jamais vu. Jamais vu Van Helsing, non. Jamais vu la Ligue Gentleman Extraordinaire. Non. Jamais vu. C'est quoi ça? C'est rien. C'est nouveau ça, mais c'est sorti après. Ouais, ça, c'est une connerie. Mais c'est sorti après House of Slaughter. Évidemment. Non, mais tu sais, c'est comme Berserker, tu vois, c'est sorti bien après House of Slaughter, tu vois. Et John Wick aussi, mécaniquement. Donc oui, non, c'est chouette. Effectivement, j'imagine bien Tynion faire son petit univers à lui. Et après tout, pourquoi pas, puisque si Jeff Lemire a fait Black Hammer en partant juste d'une bonne idée que tu peux décliner à l'infini, après, bon, c'est sûr que une série avec des tueurs de monstres, un univers avec des tueurs de monstres plutôt, ça peut ne pas être original si c'est pas précisément lui qui donne ses idées, parce qu'il a des idées relativement originales ou suffisamment bien écrites pour faire la différence. Mais pourquoi pas. Écoute, il mérite un petit peu d'enthousiasme, le petit James, parce qu'il a quand même il part de loin, tu vois. James Tynion Ford, au départ, c'était pas un très bon scénariste. Il s'est vraiment émancipé. En mainstream, non. Après, sur l'indé, sur l'horreur, il a toujours été mais quand il a commencé chez DC bon, Comics, rappelle-toi, il y a une époque, quand tu voyais le nom de James Tynion Ford sur une couverture, t'étais pas en mode ouais, chouette, enthousiasme. Ah, bah oui, mais en même temps, rappelle-toi que quand tu as commencé à écrire sur Internet, on n'était pas tous ouais, Corentin, il a écrit, c'est super. Mais ça n'a rien à voir, je suis pas auteur de fiction. Mais t'es auteur. Pourquoi tu rédiges des textes quand même? Pourquoi tu te sens obligé de m'attaquer comme ça? Je t'attaque pas du tout. Je suis en train de te dire que James Tynion Ford, c'est un bon scénariste. Tu te sens attaqué? Complètement. Bah faut pas. Mais si. Bah non, faut pas. Le mec, tu me compares à James Tynion Ford. Mais non, mais je te dis. Il a commencé en faisant de la merde. Mais je te dis juste que, bah oui, mais quand on a commencé, moi j'en rappelle aussi, j'écris des textes dont je serais pas fier aujourd'hui. Si. Bah non. On commence tous par des trucs pas fameux. Et voilà. Ça n'a rien à voir. Je te retrouve ma fanfiction de Zorro de quand j'avais 7 ans, tu verras, c'est pas ouf. Bah oui, elle n'a pas été publiée, t'as pas touché de l'argent pour ça. T'en sais rien? Tu n'en sais rien? Si, je le sais, t'as pas touché de l'argent pour ça. Cherche chez Gallimard Zorro contre Zorro. Vas-y, on enchaîne là, tu me saoules. Allez. On continue, enfin non, on a terminé avec la partie comics. Tu me saoules. Donc on continue cette émission avec Corentin Rabajois, qui est toujours avec nous. Salut Corentin, t'es toujours Rabajois? Et Arnaud, comparaison inutile. Le fameux. Ouais. Chez chaque podcast. Tout à fait. Allez, Corentin. Comme les sandwichs au caca. Du côté de la télévision, qu'est-ce qui se passe, Corentin? Il se passe que grosse actu pour Marvel Studios avec WandaVision, qui est la 4e série avec le plus de nominations aux Emmy Awards, avec 23 nominations, avec notamment meilleure mini-série, meilleur nouveau programme, meilleure actrice pour Elizabeth Olsen, meilleur acteur pour Paul Bettany, meilleur costume, meilleurs effets spéciaux, meilleure chanson pour It Was Agnes All Along. Et ouais. What? Bah si, bien sûr. Ça dure 30 secondes. Ça dure 1 minute 30 et c'est un très bon générique et c'est ultra méta et c'est vachement bien fait. Donc,
Et donc aussi 4 autres nominations au Television Critics Association Awards. Là, pareil, pour meilleure mini-série et grosso modo pour le meilleur rôle pour Elizabeth Olsen. Corentin, est-ce que c'est pas un bon signe pour dire à Marvel Studios, vous voyez, quand vous vous sortez un tout petit peu les doigts du cul, et ben ça marche bien. C'est surtout un signe que l'année dernière a été très pauvre en série télé du fait de la pandémie. Et mon gars, t'as vu les nominations à côté? Ah oui, j'ai vu Emily in Paris, j'ai vu Mandalorian, j'ai vu plein de trucs qui méritent pas leur place. T'as vu Lovecraft Country aussi peut-être? T'as vu Ted Lasso? T'as vu ouais. Ted Lasso. Mais mec, tu l'as vu le palmarès des Emmy? Tout le monde a rigolé, frère. J'ai peur si tout le monde est devenu ultra élitiste, pédant. Mais quel en rapport un an, avec quoi. l'élitisme? On l'a fait le podcast WandaVision. Oui. Ton avis dessus était pas en mode ça mérite des prix. J'ai dit que c'était quand même la meilleure série du monde. C'est vrai que t'as dit ça. Chez moi, c'est Arnaud révisionniste mais du coup, aujourd'hui. on l'a coupé au montage parce que t'étais un peu trop. T'étais pas assez élitiste. Mais non, mais tant mieux. Effectivement, oui. Non, mais le truc, c'est que c'est des nominations jamais. Là, il y a 23 nominations. Je suis prêt à te mettre ma main à couper qu'il y a 0 prix qui va être reçu. Oh, si. Effets spéciaux, tu vois. Non, non, effets spéciaux. Je sais pas que. Mandalorian, effets spéciaux, mais pas oui, WandaVision. C'est vrai que c'est pas faux, effectivement. Mais après, voilà, tu vois, c'est toujours pareil. C'est. Pour moi, inciter Disney à. Donner des prix à Disney, c'est en fait les inciter à garder leur modèle, puisque même si WandaVision varie, ça reste la même putain de structure avec le combat à la fin. Oui, mais sur la fin, effectivement. Mais je pense que là, ce qui a été récompensé, ce qui est salué à chaque fois quand tu regardes les épisodes et tout ça, c'est parce que c'est pas l'épisode 4 ou l'épisode 7, tu sais, qui est vraiment dans les épisodes MCU lambda. C'est les épisodes où on parodie Malcolm in the Middle, où on parodie The Office, où on fait des gags méta et tout ça. C'est ça qui est. Arnaud a commencé The Office, sachez-le. Tout à fait. C'est comment? C'est trop cool. Non, mais voilà, après, je pense vraiment que UCT une année un peu plus normale, avec plus de production, on va dire. Parce que le rôle des Emmy, c'est quand même les Emmy, ça récompense la télévision, et donc on nomme quand même une série dont le pitch ça c'est du Marvel Studios, c'est quand même aussi de rendre hommage à l'histoire de la télévision, d'une partie de la comédie. Certainement, mais après je veux dire, est-ce que Marvel a besoin d'avoir des statuettes? Moi je pense qu'il y a peut-être d'autres produits à défendre. C'est bien. Tu vois, encore une fois, j'ai bien aimé, je suis plus parmi ceux qui étaient le plus enthousiastes au podcast qu'on a fait. J'aime bien les efforts qui sont faits, et peut-être qu'effectivement saluer Marvel pour ça, c'est une bonne chose. Maintenant, quand je vois Mandalorian ou Emily in Paris sélectionnés dans le tas, et plein d'autres trucs, là j'ai que ces exemples-là parce que je pense qu'ils sont assez criants justement sur le fait que maintenant peut-être qu'on a envie un petit peu de récompenser aussi les blockbusters, on va dire, ou les franchises populaires, peut-être parce que justement le public en a marre de ce qu'on appelle l'élitisme, ou ce que moi j'appellerais plutôt de la curiosité ou de l'éclectisme dans ses goûts, parce que je regarde aussi ces productions-là, mais je regarde d'autres trucs. Je sais pas si Marvel a besoin, ils ont déjà des dizaines de millions de fans, ils ont beaucoup d'argent. Les acteurs en question, les actrices en question sont de talent, mais est-ce qu'ils éclipsent d'autres performances qui sont plus rares ou plus difficiles à en parler parce que c'est moins. Tu vois, c'est comme Game of Thrones. C'est bien de leur filer des prix, des Emmy, etc. Mais tout le monde regarde déjà Game of Thrones. T'as pas besoin de leur mettre une tape dans le dos en mode genre c'était vachement bien ce que t'as fait. Ouais. Tu vois ce que je veux dire? Je suis content pour au moins ils ont les équipes de WandaVision qui ont fait cet effort-là d'originalité et qui méritent, oui, d'être salués pour ça, pas forcément avec des statuettes. Alors ils ont fait aussi une nomination spéciale pour la meilleure réplique dans une série, pour le What is Grief if not love persevering, qui a quand même été salué comme le meilleur moment d'écriture. C'est plutôt une bonne réplique. Oui, sauf qu'en fait, tu sais, parce qu'il y avait plein de gens qui avaient fait ouais c'est trop deep et tout, et en fait quand tu tapes ça, tu t'aperçois que ça fait depuis des années en fait que c'est utilisé comme des citations sur des sites de citations à la con à côté de Carpe Diem et Vuitton. C'est comme si aux Oscars on nommait We Live in a Society pour le trailer de la Snyder Cut. Ouais, c'est ça, voilà. Non mais big up quand même à eux. Après franchement, matez le palmarès des Emmy, dites-moi, et comparez ça avec les années précédentes, et dites-moi qu'il n'y a pas un petit problème. Aux Emmy, la dernière fois c'était la série comique qui était nommée, c'était Watchmen, ouais. Comparativement, je pense qu'on peut dire sans se gourer que WandaVision, Watchmen, c'est pas. Il y a un W en commun, mais c'est pas tout à fait la même catégorie. Même les 2 premières lettres sont les mêmes. C'est vrai. Putain, waouh. En fait, c'est la même série. Ouais, complètement. La même thématique en plus, clairement. Allez, du côté de Marvel Studios aussi, surprise, Loki est renouvelé pour une saison 2. Et c'est un peu une surprise parce qu'en vrai, ce n'était pas prévu dès le départ, puisque Kate Herron, la réalisatrice de la saison 1, avait dit qu'au départ, elle a signé vraiment pour 6 épisodes. On lui a toujours dit c'est pour 6 épisodes. A priori, il ne devait pas y avoir de suite. Et il faut comprendre que les plans ont changé en cours de route. Je pense qu'à la rigueur, d'ailleurs, Loki ferait peut-être un meilleur postulant aux Emmy de l'an prochain, du coup. Ouais, clairement. Parce que même au niveau des décors, au niveau des costumes, au niveau de la musique, il y a quand même un vrai travail qui a été au fait. moins pour la bande-son, quoi, clairement. Voilà. Le reste, enfin, après, j'aime bien le jeu de Tom Hiddleston et de Sofia Di Martino aussi. Mais pas forcément pour les performances d'acteurs, par contre, on peut se le dire. Mais par contre, au niveau, tu vois, la prod qui était déployée pour une série télé, qui justement est pas juste une prod où on met de l'argent, c'est une prod où il y a
vraie recherche esthétique, où il y a vraiment un univers qui a été conçu et tout. Miss Minutes, voilà, Tara Strong, big up. Bah après, elle a 5 minutes de temps de parole en tout. Hein, C'est largement suffisant. suffisant. Ouais. Il y a Tara Strong, moi je suis content. Tu vois. Le Tara Strong Fanboy Club ici. Mais donc ouais, c'est une surprise, une bonne surprise je trouve, parce qu'effectivement on avait un peu peur que Marvel ne s'autorise pas à les formats longue durée sur les séries télé, alors que le principe d'une série télé, au départ, c'est quand même justement la durée. Donc quelque part, oui. Comme les macarons. Voilà. En plus, je sais qu'il y a des gens qui détestent cette blague. Oui, donc tout à fait. plaisir. Mais moi le premier. Mais tout à fait. Donc du coup, voilà, ça a l'occasion un petit peu de pousser un peu plus loin cette histoire justement de Loki et de Lockette. Enfin, de Lady Loki. De Sylvie, en fait. Ouais, Elle veut pas qu'on l'appelle Lady Loki. Ouais, ouais. C'est Sylvie. C'est Lady Loki. Donc de Sylvie. Mais Sylvie, c'est un autre personnage en fait. Bah oui. Tu vois, c'est mais dans, parce dans que le canon, oui, mais dans cette réalité, c'est un autre personnage. Ouais. Bref, et surtout ça incite à de bons espoirs pour la suite, parce que par exemple She-Hulk, Moon Knight ou Miss Marvel, c'est quand même des personnages qui auraient un intérêt à avoir des séries de long terme. Typiquement Miss Marvel, par exemple, on sait qu'elle sera dans le film The Marvels, mais peut-être que voilà, c'est pas forcément là où elle brillera le plus. Le fait que Miss Marvel marche bien en comics, c'est sur ce côté soap, ce côté série adolescente, ce côté elle grandit, ce côté elle passe des classes, etc. Donc là, il y a vraiment un intérêt à avoir une saison 2, 3, 4. Idem pour She-Hulk, hein, il y a vraiment un côté quotidien, un côté feuilletonnant qui, s'ils prennent cette orientation-là, des comics de Charles Soule, des comics de John Byrne, sera plus intéressant que de faire simplement un film directement après. Donc je suis assez content, parce que c'est vrai que jusqu'ici, les séries WandaVision et Falcon et Winter Soldier, leur suite se poursuivait au cinéma avec Captain America 4 et Doctor Strange 2. Après, je suis pas certain que Loki saison 2 reprenne au point de Loki saison 1. Je pense qu'il y aura des probablement développements pas, entre temps et que ça va quand même. Tu pourras pas te dire, vas-y, je vais me binge-watcher Loki saison 1 saison 2 parce qu'il y aura un gap narratif entre les deux qui, à mon avis, sera assez important. Bien sûr, mais c'est comme les films Captain America, par exemple. Tu peux pas directement enchaîner Oui, c'est vrai. Oui. First Avenger et Winter Soldier et Civil War parce qu'il s'est quand même passé des choses entre temps. Mais tu peux quand même le faire parce qu'au bout d'un moment, en fait, si tu as déjà vu ce qu'il y a entre les deux, ça reste toujours assez suivi. Et c'est Michael Waldron qui revient à l'écriture. Ce n'est pas la même réalisatrice et productrice, a priori. Bon, on pourra s'en passer. C'est pas non plus la série, il n'y a pas non plus un effort de caméra exceptionnel. Et c'est l'occasion de varier un peu les styles, donc pourquoi pas. Ouais, très bien. En tout cas, on a hâte de savoir surtout quand ça sortira et du coup dans quel intervalle temporel ça ira se caler. Et ensuite, on est du côté de Warner avec la série HBO Max Originals Titans, bien entendu, qui a toujours été pensée pour être une série HBO Max Originals, Bien sûr. qui a dévoilé un nouveau trailer pour sa saison 3. Dans laquelle on en comprend un petit peu plus sur l'intrigue, ou en tout cas du moins sur un pan de l'intrigue qui est très 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 clairement inspiré de A Death in the Family de Jim Starlin et de Under the Hood de Jude Winnick, puisqu'on s'intéresse, alors on savait que Curran Walters qui interprète Jason allait prendre le rôle de Redwood, mais là littéralement dans le trailer on voit qu'ils reprennent vraiment l'histoire des comics, c'est-à-dire avec un Jason Todd qui va se faire botter la gueule à la barre de fer au pied de biche d'ailleurs même par le Joker, et donc qui va revenir en Redwood en étant bien décidé à reprendre Gotham sous sa loi, c'est-à-dire avec des flingues et en butant tous les vilains qui se dressent contre lui. Bien entendu, l'intrigue ira un peu plus loin puisque voilà, il va y avoir une lutte de pouvoir dans Gotham City. Les Titans, voilà, il y aura plus Batman puisque Bruce Wayne va dire vas-y, voilà, je me casse. Sois un meilleur Batman que moi. Sois un meilleur Batman que moi, Nightwing, s'il te plaît. Et donc Nightwing va aussi appeler ses potes les Titans pour justement à mettre hors d'état de nuire leur ancien sidekick. Et également, normalement, on devrait avoir Blackfire qui va aussi faire des scènes, donc la sœur de Starfire qui fera également des scènes. Vaste programme et donc trailer très sombre pour Titans. C'est-à-dire que ce spin-off de Gotham m'a l'air particulièrement enthousiasmant. C'est le moment, du coup, je répète, qu'il y a trop de Batman. C'est ça, du coup. Oui, c'est le moment. D'accord, il y a trop de Batman. Titans a toujours été très Batman quand même. Hein. Ouais, mais justement, peut-être qu'au bout d'un moment, tu peux commencer à couper un peu les ponts. Tout le narratif de Dick Grayson dans Titans, c'est justement de s'émanciper de l'ombre de son père, de se former une nouvelle famille que sont les Titans et tout. Bon, si c'est pour lui faire assumer le rôle de Batman, en définitive, avec juste ses potes autour de lui, pour gérer un truc qui est très Batmanien et très Nightwing-centrique, on perd un peu l'intérêt du côté équipe. Après, bon, la mise en scène a l'air...
je sais pas, prometteuse. Enfin, il y a quand même d'avoir un peu de fric. Ouais, puis il y a quelques jolis plans. Enfin, le plan du pied de biche, justement, je trouve plutôt stylé. Quoi. Ouais, parce que du coup, ça reprend à la fois la scène vraiment de Death in the Family, mais avec le décor de Killing Joke. Donc c'est plutôt rigolo. Quoi. Oui, en plus, c'est assez amusant parce qu'on sait que Batman, il y a une sorte d'omerta chez DC Entertainment sur seul le cinéma peut montrer Batman et le Joker, les séries télé peuvent montrer le reste. Du coup, on n'a jamais vu machin en costume de Batman, en tout cas pas dans la lumière qui dit je suis Batman. Le Joker, c'est pareil. On avait quand même en plan final de Gotham, justement. Oui, c'est vrai, voilà. Mais je pense qu'ils se sont dit, écoute, on va se faire engueuler, mais ça passe parce qu'après, de toute façon, on est annulé. Et c'est pareil pour le Joker dans la saison 1 de Titans, quand tu voyais du coup en plan débulé, la tête écrasée contre un truc, du coup, tu voyais pas directement sa gueule. Là, c'est pareil, on entend son rire, on voit cette scène où il fout le coup de pied de biche, et on voit des gens qui ont été jokerisés. Mais derrière ça, on verra pas le Joker, on verra pas le Batman, on verra pas Nightwing qui prend le costume de Batman comme c'est le cas dans les comics. On verra une baston de Robin qui en veulent à leur papa. Le Red Hood a l'air d'avoir été un peu soigné. Enfin, il y a quand même un peu de prod qui a été mis sur son costume et tout. Il est plutôt crédible. Je suis pas un énorme fan, moi, comme j'ai déjà dit, de Jason Todd et du concept même de Under the Red Hood. Mais derrière, voilà, c'est vrai qu'effectivement, voilà, les combats sont plutôt agréables dans Titans. C'est pas un truc dans lequel ils hésitent à mettre de la thune. Sans être fan de l'idée, sans être fan du fait que Batman partout et justice nulle part, ça va, tu vois, enfin c'est pas déshonorant quoi. Non, je trouvais même que par rapport, ça mérite un Emmy Award, hein, clairement. Je veux dire, non, alors peut-être, on sait pas, peut-être l'année prochaine, mais en tout cas, le trailer est plutôt bien branlé, bien monté, ça donne envie pour les fans de Batman. Effectivement, ça, clairement, le truc, c'est presque cynique de dire bon, en fait, les Teen Titans ou les Titans, on n'arrive pas forcément à capitaliser sur les Titans, donc on va rajouter quand même une bonne grosse couche de Batman, comme ça, on sait que ça va plaire aux gens qui aiment Batman, qui sont quand même vachement plus nombreux que les gens qui aiment les Teen Titans. Ouais, c'est un peu ça, mais en plus, c'est pas la première fois que ça arrive, je veux dire. Il y a tellement de produits qui à force tirent sur du Batman que tu te demandes limite si est-ce que DC aurait pas juste envie de se purger en faisant une vraie série Batman qui pourrait catalyser tout ça pour laisser aux autres produits la série Gotham de HBO Max quoi, mais... Ouais, a priori qui serait plus Gotham Central quand même, mais qui a priori voilà pourrait montrer Batman enfin en pleine lumière, ce qui sera déjà une première bonne chose. Mais non, derrière je sais pas, j'ai l'impression que les gens aiment bien ce Nightwing en plus. Quand le costume a été montré, oui, tout le monde avait l'air assez content. Les fans d'édition, en tout cas, sont assez contents en général. Moi, je suis quand même plus partant pour qu'on s'intéresse à Starfire, à ce côté un peu cosmique. Bon, qui coûte beaucoup plus cher. Hein. Ouais. Pardon, qui coûte beaucoup plus cher, toujours pas. Qui coûte beaucoup plus cher. Eh, c'est mieux, ça y est. J'ai des problèmes de gorge en ce moment. Il coûte beaucoup plus cher. Ça t'arrête de fumer peut-être, hein, il faudrait. Mais voilà. J'ai rien d'autre à dire en fait. Ok, alors du coup je te passe à la suite pour cette nouvelle série animée G.I. Joe qui a été annoncée par Hasbro. Yeah, a real American hero. Voilà, G.I. Joe, franchise de jouets de Hasbro effectivement, qui a priori a marqué une génération dont je ne fais pas partie, avec notamment la série animée A Real American Hero en 83, qui était coproduite par Marvel, en parallèle des comics de Larry Hama chez Marvel. Donc il y a toujours un historique comics dans cette... Parce que avant ça, c'était quand même beaucoup moins bien. Hein. Les G.I. Joe, c'était juste des jouets de soldats. Ils ont toujours eu un rapport avec l'animation ensuite, parce que c'était un petit peu leur firmament à ce moment-là. Il y a eu plein de séries animées différentes. Là, on voit que Hasbro, d'une part, essaie de maximiser un peu sur les franchises, parce qu'il y a quand même plein de projets qui sont en développement, notamment le reboot des Power Rangers en série télé et au cinéma, avec Brian Hill à l'écriture. Et le mec qui a écrit ce comics indé qui était adapté par Netflix avec... voilà, exactement, ce mec-là, lui. Donc voilà, ils vont refaire effectivement là un film Snake Eyes par Robert Wenke qui arrive tout bientôt, rappelez-vous. Et donc ils ont profité un petit peu d'une licensing expo au Brésil pour annoncer cette nouvelle série animée qui a déjà 2 saisons de prévues. Comme d'hab, on peut se montrer un peu cynique et se dire que peut-être qu'il serait temps que ça s'arrête et qu'on passe à de nouveaux jouets ou à de nouvelles franchises, parce qu'il y a quand même pas grand-chose de ouf à raconter avec G.I. Joe. C'est des soldats qui affrontent d'autres soldats. Il y a un peu des ninjas, il y a un peu des robots, il y a un peu des lasers, il y a un peu des vaisseaux. Bon, ok, on a fait le tour. Mais quelque part, j'étais pas chaud pour He-Man. Je tiens à le rappeler. Et finalement, ce côté un peu rétro, années 90, un peu musclé, un peu violent, un peu coloré, j'ai bien kiffé. Enfin, je kiffe bien ce que j'en vois pour l'instant. J'ai pas encore vu la série. Mais donc voilà, peut-être qu'il y a un espoir pour toutes ces franchises un peu poussiéreuses et que G.I. Joe a plus sa place dans l'animation que dans le cinéma, parce que jusqu'ici, ce qu'on a vu des films... c'était de la merde. C'était de la merde, et a priori, Snake Eyes sera peut-être sympa, mais probablement de la merde. Probablement pas terrible, ouais, clairement. 100% d'intention, c'est juste vu les annonces. Robert Wenke, il a fait Les Divergentes, il a fait
que des merdes. Il a pas fait BPRD aussi là. Il a fait BPRD, je crois. Je suis quasi sûr que c'est ça. Et donc, c'est un mec qui fait des merdes, quoi. Enfin, il est engagé Non, pour c'est ça, pas BPRD, c'est RIPD. RIPD, ouais. Rien à voir. BPRD, c'est. J'ai compris ce que tu voulais dire, mais j'ai pas intégré les lettres. Pas le bon acronyme. Mais du coup, probablement, il a fait un film de comics d'ailleurs. Oui. Voilà, avec Ryan Reynolds. On continue ? Ouais. On continue avec la partie cinéma, qui sera une toute petite partie cette fois-ci. Première annonce plutôt sympathique avec Chariot, le titre Highway Studios de Brian Hill et Priscilla Pethrates, qui est adapté au cinéma par Joseph Kosinski pour Warner Bros. Chariot, on vous en avait parlé il y a bien longtemps dans Back Issues, et on vous avait dit qu'on avait kiffé de ouf cette relecture un peu de Knight Rider, de K2000, puisqu'on parle vraiment d'une voiture qui a été utilisée pendant la guerre froide. Voilà, c'est une super voiture hyper équipée par les espions du gouvernement américain. On suivait en fait le dernier argent à utiliser cette voiture disparaître dans les flots, dans l'océan, après une mission qui tournait mal, et des années plus tard, un jeune malfrat retrouve la voiture qui maintenant est habitée par l'IA de cet ancien agent, et donc les deux font un team-up. Ensuite, Corentin, c'est une bonne nouvelle de voir ce premier titre Aiwa adapté chez Warner Bros, sachant qu'on se doutait que ça allait arriver tôt ou tard, puisque Aiwa, le mois d'avant, avait annoncé ouvrir sa branche dédiée aux adaptations de leur production. Oui, qui ont probablement d'ailleurs ouvert pour piloter ce projet-là précisément. C'est une bonne nouvelle, ouais. C'est une bonne nouvelle parce que Joseph Kosinski, c'est un mec talentueux. Il a fait quoi, Joseph Kosinski, déjà ? Tron Legacy. Ah. Et c'est un film bien filmé, à défaut d'être un film intéressant ou bien écrit, c'est un film bien filmé, qui est joli, que d'ailleurs l'un des seuls films qui était valable vraiment en 3D au moment de sa sortie, et là qui va faire Top Gun Maverick, donc Top Gun 2, qui est la suite de Top Gun 1. Voilà, heureusement que je suis là. Quelque part, ce côté années 80, ce côté rétro, ce côté néon. Alors tu dis un jeune truand... Il y a une certaine continuité, hein, clairement. Ouais, tu dis un jeune truand, c'est un truand qui est déjà père de famille et qui a plutôt 35 balais a priori. C'est jeune, 35 ans. Là, je me sens attaqué. Oui, c'est ça. T'as pas 35 ans ? Oui, mais bientôt. Tu seras vieux dans 4 ans, voilà. Et donc voilà. Bon, le synopsis, effectivement, ça passe en BD. J'ai très hâte de voir comment ils vont justifier ça au cinéma. À mon avis, il y aura beaucoup d'ajustements. La nana en hologramme rose qui explique... Il y a un petit côté Black Widow aussi, d'ailleurs, dans Chariot, puisque c'est donc deux frangines qui étaient un peu entraînées à tuer et qui ont découvert que la voiture pourrait leur offrir l'immortalité, parce que je sais pas pourquoi, mais les mecs se sont dit que ce serait une bonne idée de construire une bagnole qui absorbe l'esprit et l'âme et le corps même de son propriétaire pour... Voilà. Je sais pas pourquoi, je sais pas quel ingénieur a pensé à cette idée. Mais voilà, donc effectivement... Pour refaire un film après. La nana, du coup, va l'expliquer au nouveau propriétaire de la bagnole que sa frangine, qui est donc une ninja, va se mettre à leur poursuite pour récupérer la caisse et elle-même devenir une caisse intelligente et augmentée. Bon, c'est complètement con, voilà, on peut se le dire, mais c'est sympathique et Brian Hill s'amuse avec cette espèce de reprise de K2000. C'est hyper bien dessiné quand même aussi. Voilà, et effectivement, Kosinski, oui, voilà, qui sait gérer les incrustations 3D, qui a ce côté un peu maximal et puis qui a ce côté un petit peu pilote aussi, parce que c'est vrai que Top Gun Maverick, c'est beaucoup de scènes de pilotage. Ça peut être très sympa. Moi, je suis assez content. Je pense qu'il y aura beaucoup de réécriture pour essayer de rendre ça plus normal. Plus perméable au grand public, qui a une suspension de crédulité un peu moins... Oui, c'est ça, voilà. C'est-à-dire qu'il a du mal déjà à accepter les tortues qui parlent, donc peut-être que voilà, la bagnole qui parle, ce serait un one step too far. K2000, mec. La mais K2000, c'est les années 80. À l'époque, les gens avaient... Mais c'est ce public-là qui... Non, mais attends, mais c'est peu suspensive. C'est ce public-là qui est ciblé par ce film, mec, hein. Oui, probablement. Bah, c'est clairement parce qu'ils n'ont pas voulu faire un reboot de K2000 au cinéma, et du coup ils prennent un truc. James Gunn était partant a priori. Ouais. Et comment il s'appelle, machin, David Hasselhoff aussi. Il y avait eu le clip pour les Guardians, tu sais, où Hasselhoff avait chanté. Tu sais pas ? Oui. Il y a Kung Fury aussi d'ailleurs qui arrive, qui est a priori un peu dans le délire K2000 de l'époque. Oui, bien sûr. Et ouais, donc Kosinski, c'est quand même un mec qui a fait beaucoup de revamp de trucs cultes des années 80, comme Top Gun et comme Tron Legacy, enfin comme Tron. Donc oui, effectivement, ça peut être le film K2000 qui nous manquait. Je sais pas s'il nous manquait vraiment, mais apparemment il nous manquait. Et puis c'est cool pour Brian Hill qui va peut-être à force de se faire adapter, peut-être qu'ils vont regarder enfin American Carnage et se dire, hey, en fait c'est vachement pertinent, enfin, à peu près le président politique des États-Unis. En série HBO par contre. Évidemment. Enfin en HBO Max. Voilà, il sera un Emmy Award.
Ouais, clairement. Là, un vrai, enfin, Et pas Loki. Il y aurait moyen. Allez, et on termine la partie cinéma avec une question, Corentin. Le piratage et Disney+ ont-ils fait capoter la course au box-office de Black Widow, qui s'est quand même très, très, très fortement ramassé sur son 2e week-end d'exploitation? Moi, je pense que c'est un tout. Il y a la reprise des contaminations avec le variant Delta. Il y a le fait que le film n'est pas sorti en Chine. Et que, en fait, là, ce qui est assez intéressant, parce que j'ai scrollé un peu pourquoi il n'est pas sorti en Chine. Bon, alors le fait est que ça reste un film, j'ai pas envie de dire insurrectionnel, mais qui questionne quand même la validité d'un régime communiste, ou plutôt de l'héritage de l'URSS dans le présent contemporain, où il y a quand même un message assez clair sur l'allégorie, on va dire, Jeffrey Epsteinienne ou Vladimir Poutine ou Donald Trumpiste, et plein d'adjectifs qui n'existent pas, et que grosso modo, les Chinois, après la polémique Shang-Chi et l'embauche de Chloé Zhao, n'étaient pas forcément si enclin à donner la patte à Marvel Studios aujourd'hui. Donc peut-être qu'il sortira même pas en Chine. C'est une possibilité. Hein. Ce serait ouf, ça, quand même. Ce serait ouf. Ça me semble assez inoffensif, quand même, Black Widow. Je sais pas. Peut-être que le générique complotiste ne leur a pas plu, je ne sais pas. Après, peut-être qu'ils n'ont pas aimé la reprise de Smells Like Teen Spirit aussi. On peut très bien comprendre ça pour le coup. Ça, par contre, c'est un bon motif de censure. En plus, les Chinois sont très fans de Nirvana. Hein. Faut le savoir, Kurt Cobain, là-bas, c'est une vedette. C'est vrai? Mais bien sûr. Ok. Non. Qu'est-ce que tu racontes? C'est vrai? Ouais. Donc il y a ça, parce que c'est vrai quand même que tu en pensais par exemple à Spider-Man Homecoming, on sait que Spider-Man est une vedette en Chine et au Japon, que là effectivement ça lui a permis de sortir de son relatif insuccès aux États-Unis. Là je pense quand même, oui, que la sortie sur Disney+, bon, qui a ramené 60 millions de dollars, disent-ils, sur le premier week-end aussi, ce qui est énorme quand même, c'est très beaucoup, c'est vachement beaucoup. Et vers ton yep. Et typiquement, là, Black Widow, il y a aussi le fait que, comme il est déjà disponible en version pirate, bon, ça vaut ce que ça vaut. Moi, j'ai beaucoup de potes qui m'ont dit, je vais pas me faire chier à le voir au cinéma. Il y a beaucoup de trucs bien en ce moment, mieux en ce moment. Ça, c'est des potes élitistes comme moi, tu vois. Du coup, ils peut-être préféraient le pirater. Donc, c'est vrai que ça, c'est. Ça, c'est un danger, danger inévitable. Hein. Quelque part, Space Jam Legacy, enfin Space Jam 2 qui sort là en salle, a fait que 31 millions sur un week-end. Donc, c'est beaucoup moins que les 80 millions de Black Widow, alors qu'il y a quand même beaucoup plus de trucs qui, a priori, parlent au grand public dedans, comme King Kong, Mad Max sur Road. Ouais, mais attends, t'as vu justement non, les mais je sais, j'ai pas du tout envie de le voir et je vomis sur ce film. Qui a envie de voir Taz intervenir dans une scène de Fury Road, quoi, s'il te plaît. Ouais, et Casablanca aussi. Enfin bref, ça c'est de la merde à la limite, mais je veux dire, c'est de la merde qui. Mais Fast and Furious, ça ramène les gens en salle, gros. C'est bien Fast and Furious par rapport à ça. Apparemment, le 9, vraiment, même les fans sont pas contents. Bah non, parce qu'il n'y a pas assez d'action, apparemment. Ouais. Apparemment, c'est vraiment genre, ça se prend au sérieux, vénère. Ouais, mais alors que l'idée, c'était d'avoir beaucoup d'action dans ces films. Mais après, voilà, on peut pas non plus ignorer qu'on est dans un monde pandémique, qu'actuellement, peut-être que justement, quand les gens leur disent à la télé, attention, le variant Delta arrive, faites gaffe, bah ils vont pas au cinéma, hein, tout simplement. Ou alors ils se disent, bah ouais, mais attends, je peux le télécharger ou je peux l'acheter. Alors, ils ont pas recommuniqué sur les chiffres de Disney+. Non. Ce qui me laisserait dire qu'en fait, ils ont pas encore passé le cap des 100 millions, sinon ils le diront quand ce sera le cas, si ça devait être le cas. Il y a un partage a priori un peu plus compliqué aux États-Unis sur le maillage d'après Deadline, où en fait il y a d'autres plateformes que Disney+ qui proposent le film par accord de branche, et du coup là c'est apparemment. Okay. Je te enverrai le truc de Deadline, mais voilà. Et du coup le partage n'est pas exactement le même. C'est 15% pour les plateformes, un truc comme ça. Donc là effectivement le score a tendance à baisser un peu. Mais ouais, enfin grosso modo. Alors c'est un peu con parce que c'est vrai que le film du coup c'est un peu le premier blockbuster qui remarchait à ce point-là depuis la pandémie. Maintenant, comme tu l'as dit dans ta critique, c'est un film qui suscite peu d'enthousiasme parce qu'il est aussi très peu. J'ai beaucoup utilisé le mot enthousiasme aujourd'hui. Suscite peu d'intérêt parce que. Là, il arrive avec 6 ans de retard minimum, quoi. Et puis il n'est pas utile. Il n'est pas utile au grand plan. À moins pour les quelques gens qui ont envie de savoir ce qui arrive à Jeremy Renner dans la série Hawkeye, je peux comprendre. Hein, j'ai été moi aussi fan de Hawkeye et de Fraction avant de comprendre que Jeremy Renner ne pourra jamais le porter fidèlement. Il sert à rien, ce film. C'est-à-dire que tu ne reverras pas. Beaucoup de personnages à part Yelena. Le fait de voir Julia Louis-Dreyfus, je suis en train de spoiler. Peut-être qu'il faudra que tu coupes ça, non ? Non, mais le film est sorti il y a 2 semaines. D'accord, bon, peut-être que voilà, voir ce personnage-là informera les gens sur l'avenir, mais voilà, enfin c'est pas Eternal, c'est pas Shang-Chi, c'est pas un nouveau héros, c'est pas une nouvelle aventure, c'est pas la nouvelle ère qu'on espérait. C'est un film qui clairement aurait dû être fait avant et en quelque sorte a été fait avant parce qu'il se passe avant. Donc peut-être que c'est ça aussi, peut-être que la pandémie, peut-être que le téléchargement, peut-être que le fait est que les gens ont
peut-être aussi une super-héros fatigue par rapport à ces offres-là. J'ai un peu du mal à y croire, à mon avis. Je pense qu'il faudra vraiment attendre Shang-Chi pour se faire une meilleure idée. Ouais, et puis d'avoir un vrai retour à la normale aussi, parce que là, il y a tellement de facteurs extra cinématiques, on va dire, cinématographiques qui interviennent que c'est compliqué d'y voir le. Après, je suis assez persuadé quand même que la sortie sur Disney Plus a cassé une dynamique certaine. Non, il faut voir si eux, ils s'y retrouvent. Il faut voir si financièrement, ils feront. Là, les estimations pensent que le film finira sa course à 500 millions. Ce qui serait du coup l'un des plus gros échecs d'entrée en salle du MCU. Oui, mais après, vu le contexte, c'est pas... Ouais, mais tu sais, ça, ils arrivent pas. Tenet a fait bien pire. Oui, mais Tenet, il est considéré comme un échec. Tenet, Warner Bros, c'était pas content. Et c'est pour ça, c'est après l'échec de Tenet qu'ils se sont dit, on va faire HBO Max et les salles. Ce qui était aussi une erreur, qui a aussi miné le score de c'est une double erreur, parce qu'en plus, eux, ils le font pas en accès premium, ils font pas payer plus, donc c'est encore moins bien comme calcul financier. Oui. Et en plus de ça, HBO Max n'est pas disponible autant que Disney+, et donc pour nous autres Européens qui avions les salles de cinéma fermées à ce moment-là, ça a été très facile de télécharger le film et de le regarder illégalement. Je suis désolé, mais... En tout cas, les chaînes de cinéma américains blâment la sortie sur Disney+. Mais c'est tout à fait logique. Je veux dire, déjà, dès le début, c'était quand même ils sont quand même trahis, tu vois. Ils avaient dit, ils sortiront que au cinéma, etc. Ils ont retourné leur veste, et en définitive... Alors, c'est facile de dire, après la bataille, ils auraient dû faire ça et ça aurait mieux marché. En fait, on n'en sait rien, parce que, effectivement, le variant Delta, effectivement, la sortie en Chine et compagnie. Mais moi, je pense sincèrement que c'était une erreur. Et à mon avis, le film... Je serais très surpris s'il égalait le score même au box-office avec les entrées en salle. Maintenant, c'est pas une grosse perte pour Kevin Feige puisqu'il n'y aura pas de suite à ce film-là, c'est pas l'installation d'une franchise. Et que même sur les trucs comme Ant-Man, il avait insisté... C'est discutable ça quand même, Corentin. Pourquoi ? Il y a eu 0 film qui n'ont pas eu de suite. Et il y a très bien un film Black Widow, je sais pas, Legacy ou je sais pas quoi, qui peut se faire après avec les Helena, c'est sûr même. Bah, tu veux raconter quoi ? Bah, tu racontes juste les nouvelles aventures de la nouvelle Black Widow, c'est tout. Oh. Bah si, tu verras. On parie ? Allez, on parie. Allez, hop, c'est parti. Hop. Tu mets le micro. Voilà. Donc moi, je dis non. Je pense qu'elle sera dans Disney+, et dans d'autres séries. Moi, je te parie qu'il y aura un autre film Black Widow. Voilà. Moi, je pense qu'il y aura un film d'équipe avec US Agent et Yelena, mais il n'y aura pas un film solo Black Widow. Il n'y aura pas Black Widow. Il s'appellera Black Widow, le film. Je te promets. On verra. Mais on parlait de l'argent, là, du coup. Ouais. Un kebab ? 2 kebabs, du coup. 2 kebabs, là. 2 kebabs. Pour le retour de Cedric Beach et pour le retour de Yelena. C'est ça. Dans un film solo. Black Tu dois 2 kebabs. Non. Ok. Pas pour l'instant. Ce qui est bien, c'est comme ces paris n'ont aucune durée limitée. Dans 10 ans, je te dirais, tu me dois un kebab, il dira, attends, ils vont annoncer le film. Voilà, très bien. On en a fini. Bah oui. Du coup, sur ce pari de kebab, on espère que l'émission vous a plu. N'hésitez pas à réagir sur les sujets abordés, notamment sur le WordPress qui vous attend avec l'espace commentaire. Vous pouvez discuter de tout et de rien, et notamment des différentes news. N'hésitez pas à nous dire de quel côté vous vous situez, notamment par rapport aux paris qui ont été faits dans ce podcast. Et on vous invite... Y a-t-il trop de Batman ? Oui, et on vous invite comme toujours à partager surtout les émissions, c'est vraiment le plus important. Donc s'il vous plaît, pensez-y, faites-le sur vos propres réseaux sociaux. On a vraiment besoin de ça pour faire connaître le podcast au plus grand nombre et pour pouvoir faire vivre la culture comics en France qui en a bien besoin. Sur ce, on espère que vous passez un bel été en nous écoutant et on vous dit à très bientôt pour le prochain podcast. Salut ! Salut !